Attention, vous écoutez un programme audioactif. Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 43 de C'est qui en pôle pour cette dernière course de la saison qui va avoir lieu à Valence. Et on se retrouve tous les trois au Revolux, donc au centre de Paris. Comment ça va les gars? Donc qui veut commencer? Qui veut faire un petit coucou? Pierre? Allez, c'est parti. Salut tout le monde, ça me fait plaisir de vous voir pour cet enregistrement en live, le premier de tous les trois. Il faut signaler qu'on est sponsor. Ah oui. Par Ducati Corset. Bon. Alors, oui, il y aura peut-être des photos sur l'article du blog. Par souci de neutralité, je dirais que Murdoch a souhaité rester neutre. Vraiment. Ouais. Nous, non. Non, une petite casquette Ducati Corset. voilà. Ça se refuse pas, Non, surtout pour fêter le départ de Lorenzo. D'un certain personnage. Oh merde. Oh putain. Attends, ça y est, la première cartouche. Ça a enregistré. Ouais, ça y est, la première cartouche est partie. Okay. Une balle perdue pour Lorenzo. Donc pour les derniers goodies, c'est Laura MM93, évidemment une grosse fan de Marquez. Ah non, je croyais que c'était quelqu'un qui était du 9-3, ça peut aussi. Non, c'est possible, mais non. Donc personne n'avait trouvé Vignales en pôle. Donc pour le coup, voilà. En même temps, c'était pas facile. C'est pas évident. Et donc on tient évidemment à remercier la bécannerie qui nous a accompagnés donc sur cette fin de saison pour les goodies. Et aussi pour le grand jeu dont on fera le tirage au sort donc une fois que le troisième sera désigné. Merci à eux. Un petit numéro 43 dont on n'avait pas parlé, Miller Jackass. Donc on va faire un petit résumé rapido de sa carrière, l'Australien, donc qui a séché une Moto 2, 23 ans. Donc 10 podiums, dont 6 victoires en Moto 3, 65 courses quand même maintenant en Moto GP. Il commence à avoir un petit peu de bouteille pour 23 ans. Et déjà une victoire à Assen, donc en 2016. Petit trublion du paddock, j'ai noté, qui progresse, on va dire à son rythme. Pas très très vite, mais ça progresse tous les ans. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, il n'avait pas forcément la meilleure machine. Maintenant, ça va beaucoup mieux avec la GP17 qu'il a. Et puis, on a vu que toujours dans des conditions un peu bizarres comme en Argentine cette année, il ose faire des choix. Après, ça reste un Australien, donc c'est peut-être pour ça qu'il est déglingué du cerveau. Mais et ça a failli payer. Pas pire, hein. Et ça a failli payer. À Assen, il avait gagné sur du mouillé, si je ne me trompe pas, en 2016. Ouais, il aime bien la flotte. À ce titre, il pourrait être asiatique, parce que c'est le gars qui ça arrange quand il flotte. Autant les gens qui n'ont pas des super machines, ils aiment bien que ça nivelle par le bas, parce que ça remet la composante bécane en retrait. Mais lui, c'est plutôt son pilotage qui ressort plutôt que les autres bécanes en retrait. Et à part ne pas avoir peur, on sait qu'il est bon, et avec une machine comme la Ducati, il aime bien ça. Je pense que c'est comme c'est des machines brutales, ça lui va bien aussi dans la façon de piloter. Et on se souvient de la bourre qu'il avait pris au Mans aussi, parce que finalement, moi je suis pas fan des chutes et de l'exégèse des chutes, mais là, fouillaille quoi. Ouais, il s'était bourré bourre, sur un endroit que les concepteurs de circuit ne prévoient pas en tant que zone de bourre, parce que t'as les zones de dégagement sur les courbes rapides, mais là c'était le mur quoi. Enfin, il a échappé au mur. On sait pas pourquoi. Mais il est aussi très très pote avec Crutchlow. Mais comme Crutchlow est un déglingos de la tête, aussi, je pense qu'ils s'entendent comme la en foire. C'est ça. Et l'année prochaine, il récupère une factory, il me semble. Parce que c'est ça, il va rester chez Pramac, mais il aura la GP de l'année en fait. Ouais. Il va récupérer le même package technique que Petrucci cette année. On va passer aux news rapidement. Donc on va parler du Moto E. Alors on va pas rentrer dans le détail, on y rentrera, on va dire, dans la présentation de la saison suivante. Mais la grille a été complète et a été annoncée. Donc on va retrouver côté français Di Meglio, Forêt et Randy Depugnet. Salvadori, gros client comme Canepa et Smith aussi. Alors il y a eu aussi des annonces un petit peu plus fantasques, j'aurais tendance à dire, avec un CTJ Berno qui revient. Et sort de maison de retraite. Il manquerait plus que Rossi vienne le bolosser. Ouais, ça serait assez... C'est le signature move des deux. Ouais.
Donc pour rappel, il y aura 5 week-ends de course, mais 6 courses puisqu'il y aura 2 courses à Misano. Donc ça va être plutôt en septembre, je crois. C'est ça. Un petit quelque chose à rajouter ? Oui, justement, ils ont édité une règle pour pas que Rossi aille bolosser Gilberno. C'est ça. Si un pilote court en Moto E durant un week-end, il peut pas courir en MotoGP, en Moto3. Ouais, c'est pas comme au tennis. C'est la règle anti-Rossi. Voilà. Ouais, parce qu'au tennis, t'as les seconds couteaux qui se font, les Français quoi, qui dans les grands chelems ou les Masters 1000 s'inscrivent aussi en double et en double mixte. Alors les fois où ils ont la malchance de passer un tour, ça leur fait des gros calendriers. Par contre, ça leur permet de survivre et d'avoir de l'argent pour voyager. Non, mais typiquement, c'est une règle qui va notamment empêcher Bradley Smith de faire des wildcards les week-ends en MotoGP, les week-ends où il court en moto. Où il n'y a que 5 courses. Il y a 5 week-ends de course. Mais pas un calendrier chargé. Oui, tu veux dire qu'on parle week-end à week-end, pas sur la saison. Enfin, être inscrit en moto. Juste le week-end. Être inscrit en moto I n'empêche pas de faire une wildcard quand ça court pas quoi. C'est ça, exactement. Ok. Les news, donc on va parler du Moto 3 avec Romano Fenati qui on en avait parlé je crois dans les numéros précédents qui est pressenti pour revenir en Moto 3. Il est dans la liste des inscrits, donc sa suspension a été réduite à fin février et c'est son ancienne équipe Sniper Steam qui le ferait rouler aux côtés donc d'Arbolino. Donc, dans l'affaire, dans le jeu des chaises musicales, c'est le Kazakh Yurchenko qui était prévu là-bas, qui du coup devrait courir chez Skull Rider alors que voilà Yann est arrivé. On va faire un petit coucou. Non mais tu as parlé du Kazakh, ça me fait penser à Léon Zitrone quoi. Kazakh Yurchenko, c'est une couleur que je ne connaissais pas. Bah si quand même. On l'a vu au fond de grille en Moto 3 cette saison. Ouais. Oui, donc je ne connaissais pas. Non mais c'est pas du tout pour remettre en cause la qualité du gars, mais excusez-moi, je n'arrive pas avec les 30 qu'il y a en Moto 3 à tous les retenir, surtout ça bouge beaucoup trop en course. Ouais. Pierre, un petit coup de Moto 2 ? Donc on a Dominique Agarter qui rejoint le Team Forward MV Agusta pour la saison prochaine en Moto 2 2019. Ouais. Boulega, à un moment donné, il allait se faire bolosser sa place chez VR46 en Moto 2. Enfin, c'était une rumeur qui courait dans le paddock, mais au final, il a quand même été confirmé chez VR46. Il devait se faire peut-être boulotter sa place par un certain Pasini. Mais du coup, non, pour l'instant, c'est Pasini qui n'a toujours pas de guidon en 2019. Ouais. C'est quand même dommage parce que c'est un gars expérimenté. Bon, après, Ouais, mais je pense qu'il va trouver une place, Pasini. Il va réussir à se placer. Et c'est vrai que ça va être un peu dommage parce qu'il va manquer de bons guidons, quoi. Ouais. Peut-être. Steph, on passe au MotoGP, les news. Et oui, un coureur qui n'aurait pas déplu à feu Léon Zitrone, le jockey Dani Pedrosa, qui tire sa révérence à ce Grand Prix de Valence, après beaucoup d'années de loyaux service, sauf quand il fait chuter Hayden en 2006, mais ce n'est pas de sa faute, et qui débranche le capteur de... Ah non, il se fait débrancher son capteur par Marquez. Et donc il a eu beaucoup de déconvenus, il est passé à côté de quelques titres, on va dire, pour utiliser un euphémisme. Gros talent, pas assez de masse corporelle pour pouvoir bouger la moto physiquement et chauffer ses pneus. Ça fait partie de ses mésaventures, il n'y a pas que ça. Mais il se retire. Fanny en termes de championnat du monde, titre. Mais en termes de course, je crois que nombreuses furent les années où il s'est imposé au moins une fois. Je crois que toutes ces saisons, sauf cette saison. Cette année, ouais, c'est ça. Enfin, c'est pas. Là, c'est du vrai suspense puisque on enregistre avant le GP. Stoner et Ducati en ont fini, donc là, il va peut-être se spécialiser dans le vélo et la pêche comme il l'a fait jusqu'à présent. A priori, donc pas renouvelé dans son contrat de pilote d'essai ni d'ambassadeur, je crois. Ouais, je sais pas. Et après, Honda, alors je sais plus comment, c'est Push chez Honda qui aurait fait du pied à Stoner pour dire il y a moyen de moyenner à la Jean-Claude Duss, sauf que Marquez a dit non mais ça va, Bradley il est très bien. Sous-entendu que Marquez n'aurait pas envie de s'embêter avec Stoner. Je pense qu'il y aurait, même si Marquez n'a pas l'air de pêcher trop par ego, en fait il y en a aussi, et je pense pas qu'il veuille Stoner dans les pattes.
Ouais. Après, c'est vrai que si ça a récupéré Stoner, ça fait 10 titres de champion du monde qu'ils ont dit à Eurosport. Je fais le les perroquet. dernières années de champion du monde dans le team, quoi. Putain de Dream Team. Ça peut aller, quoi. Mais oui, ça se fera pas en même temps. Bon, Stoner, il a le droit de se reposer. Hein. Ouais. Il travaille beaucoup. Et on descend un petit peu dans les grades, excusez-moi de juger, hein, mais retour de Jordi Torres qui a remplacé Ponson, on le rappelle, chez Avintia, hein, parce que Torres s'était niqué le pouce lors d'une chute à Sepang. Donc il revient et a priori est fit pour ce week-end. Ouais. Et dans la série là on parle quand même du radeau de la Méduse, hein, chez Avintia, puisque tu as Torres qui revient de blessure et Rabat qui fait son retour dans le paddock en tout cas, mais il est présent avec ses béquilles, mais il ne courra pas. Par contre, il est là pour les essais post-GP. C'est ça. Pour un peu tâter de la machine. Donc voilà, c'est tout pour le MotoGP. Ouais, il y a encore une petite news sur Crutchlow, donc qui lui va pas courir et va pas faire les tests non plus, puisqu'il est pas remis pour tout ça. Un gros chapitre Superbike pour Pierre. Ouais, alors il y a pas mal de news qui sont tombées les 2 dernières semaines, surtout après l'annonce de le salon de l'ECMA, où il y avait pas mal de nouvelles motos notamment qui ont été présentées. Donc il y avait la nouvelle BMW, la nouvelle RSV4 chez Aprilia et la nouvelle Ducati V4R notamment. Donc en petite news, on a également le calendrier WSBK qui est tombé. Donc on a les dates, mais étonnamment le circuit des États-Unis, donc de Laguna Seca, a renoncé à accueillir le Superbike la saison prochaine. La date pour l'instant est libre au calendrier. Donc voilà, c'est quand même dommage, c'est un circuit mythique. Bah ouais. Ils ont fait d'autres choix, notamment le moto américain, je crois. Ouais. Bon. Après, les Américains, ils aiment bien, ils sont centrés sur, on va dire un petit peu centrés sur eux-mêmes. C'est un donc peu comme si sur une île, quoi. Justement, vu que le calendrier est tombé, on a eu les annonces. Le Bol d'Or et ou les 24 heures du Mans, pour une fois, ne tomberont pas un week-end de Superbike. Du coup, ça c'est vraiment une bonne nouvelle parce que notamment Christophe Guillot disait comme ça il y a des pilotes Superbike qui pourront quand même s'inscrire toute l'année en endurance et inversement, alors que jusqu'à aujourd'hui c'était pas le cas. On se souvient quand ils avaient voulu faire courir Mike Di Meglio justement en Super Sport, c'était compliqué pour eux puisqu'ils pouvaient pas être présents sur tous les week-ends de course. Donc au niveau team, on a BMW qui s'investit à 100% en tant que constructeur dans le Superbike à partir de l'année prochaine. Donc après avoir laissé quand même Altea Racing et Loris Baz galérer cette année avec une machine qui tournait pas terrible. Donc la marque allemande s'associe au team Sean Muir Racing qui roulait, on le rappelle, cette année chez Aprilia. Donc ils prennent excitent donc Aprilia, mais ils jettent aussi les pilotes Salvadori et Laverty. Eux ils partent avec Tom Sykes qu'ils ont récupéré de chez Kawasaki et Markus Reiterberger, l'allemand vainqueur du Super Stock 1000, on le rappelle, déjà avec BMW cette saison. Donc on a également du coup BMW s'investit, on a également le HRC qui arrive en Superbike. Donc c'est Altea qui récupère c'est le team Altea qui va faire rouler les motos HRC. 2 pilotes annoncés dans ce team, Léon Calmier donc qui reste dans le team et le vétéran retraité du Superbike depuis 2009 Ryuichi Kiyonari. 2009. Ouais. OK. Ouais, il avait roulé en 2009 la dernière fois en Superbike, hein. D'accord. Donc c'est donc on va dire qu'Honda remercie le team Tenket Red Bull Honda, donc de manière un peu comme ça, un peu sale. Bon, c'est comme ça. Effet boule de neige, du coup Red Bull a renoncé à sponsoriser cette nouvelle équipe. Ouais. Ce qui se comprend. Ouais, et pourtant on connaît les liens Red Bull Honda, que ce soit en MotoGP ou en Formule 1, mais à cause notamment, semblerait-il, d'un désaccord sur le choix des pilotes. Ouais, effectivement. Je pense qu'avec les pilotes qui se retrouvaient sur le carreau, que ce soit Loris Baz ou Salvadori, enfin là il a été annoncé en Moto E, mais bon. Effet boule de neige numéro 2, donc le team Tenket, son constructeur, lui a essayé de trouver un accord auprès d'Aprilia. Hein, c'était un peu l'accord de la dernière chance pour les deux, quoi. C'était vous n'avez pas de team, nous on n'a pas de moteur, allez on s'associe, mais apparemment non, ça l'a pas fait. Donc on n'aura pas d'Aprilia RSV4R l'année prochaine sur le plateau. En fait on n'aura aucun bicylindre même sur la grille. Mais l'Aprilia elle était en 4 cylindres, c'était un V4. Moi ma marotte des bicylindres, j'allais dire Aprilia c'était bien la peine qu'ils passent en V4, mais bon ils ont fait plusieurs saisons en V4, hein. Donc ils ont, on va dire, rentabilisé leur dev. Exactement.
Donc on a un deuxième team Yamaha, donc le team Yamaha GRT qui court en Super Sport cette saison, qui va monter en catégorie Superbike avec Sandro Cortese, et ils ont signé Marco Melandri. Donc on a 4 R1 officiels d'alignés en 2019 avec celle du team Pata Yamaha qui a déjà cette saison. Et enfin, petite news, Anthony West, qui avait été contrôlé positif à Misano suite à un test antidopage, a vu sa suspension confirmée avec l'analyse de l'échantillon B. Les sanctions définitives par la FIM seront prises ultérieurement, mais ce que tu me disais, Cyril, c'est qu'il avait déjà été chopé en Moto 2. Il y a longtemps, il y a quelques années. Ouais. Bon, après, je sais pas à quoi il se drogue, mais c'est peut-être. C'est ce que j'allais dire. C'est pas bon. Non, mais c'est quoi les. Parce que je comprends que sur le physique, t'as besoin d'être bon, mais si c'est des stupéfiants, ça peut desservir le pilotage, quoi. Bien sûr. Alors, ça se trouve, ils consomment en récréatif, si j'ose dire, et c'est pas permis quand tu conduis, ouais. Et non. Ok, bon, soit. On a fait le tour. Ouais, il reste 2 petites news. C'était 2 petites news. Ah bah, à moi les mauvaises nouvelles. Le Super Prestigio, qui devait être quand même super prestigieux, mine de rien, est reporté avant annulation éventuelle. Ça, c'est nous, les Cassandres, qui le disons. Et c'est reporté en 2019, soi-disant pour permettre d'avoir un encore meilleur plateau. Alors, encore meilleur, à part des top pilotes de MotoGP ou de Superbike, je vois pas comment on aurait pu être encore meilleur. Ouais. Mais bon. Je veux pas non plus grogner. Hein. Mais si, en fait. Et alors, Movistar perd les droits de diffusion du MotoGP en Espagne au profit d'un acteur, on va dire, 100% streaming, que je ne connaissais pas, qui s'appelle Dazen, enfin D-A-Z-N. Alors, chacun le prononce comme il pourra. Conséquence, au revoir sponsoring dans le paddock. Mais justement, je me demande quelle est la cause et la conséquence dans l'ordre. Voilà, c'est... Je pense que les gens du marketing ont été au courant avant les gens de la diffusion. Et du coup, on va enlever les autocollants, ça sert à rien. Oui, mais donc c'est quand même pas rien, parce que je pense que c'était une belle source de pognon pour Yamaha. Même si là, Yamaha sont dans le dur, et je pense pas que Valence, même s'il y a une victoire Yamaha encore, changera l'année. Je pense pas qu'ils aient de problème à trouver des sponsors. C'est quand même un gros poisson, et je pense qu'ils ont de quoi se refaire, donc je suis moins inquiet pour eux que pour un Vintage. Je suis pas inquiet pour eux parce que c'est des bâtards, mais un autre team, tu vois, qui galérerait. Pourquoi est-ce que on perd marque VDS? Bon, parce que je pense que c'est à cause du VDS en question, de tout ce qui s'est fighté avec son manager. Trop marre de mettre du pognon et de l'énergie dans les choses possible. Pour le coup, on garde quand même les VDS dans les autres catégories. Oui, c'est ça. Oui, en Moto 2, ouais, on les garde. Moi, je reconnais les VDS aux couleurs, là, l'espèce de avec le petit tigre. C'est très légal. Donc voilà pour ces nouvelles. Pour les petites news, Alors au niveau des essais et des grilles de départ pour ce dernier Grand Prix donc à Valence, en Moto 3, la séance de qualif se court sur le mouillé. Alors ça commence tout doucement à sécher en fin de session, et c'est l'Italien Arbolino qui va prendre la pole devant Atirat Fuvapat, et McPhee suivent le tout jeune pilote turc Onchu, l'Espagnol Canet et Bezeki 6ème, Ramirez 7, Kornfeil 8, Arenas 9. On a Martin un petit peu piégé à la 13ème place. Pierre, je te passe la main pour le Moto 2. Ouais, donc toujours sur du mouillé, on a Marini qui vient signer une pole devant Fierret et Schroeter 3, Bagnaia 4, Baldassari 5 et Lowe 6. Enfin, Smir qui partira 7ème, Fernandez 8 et Quartararo 9. En MotoGP, il y a eu 2 séances de FP très arrosées. Alors, on parle pas d'alcool mais de flotte, parce que faut-il le rappeler, en 20 ans on n'a jamais vu ça, mais il y a eu les 2 premières FP, si je ne m'abuse, voire 3 les 2 premières red flaguées. Ouais. Parce que c'était plus des marques, on attendait les canards et les nénuphars, quoi. Donc alors on pourrait dire le MotoGP ils sont plus choyés que les autres, mais c'est aussi qu'ils ont un peu plus de canasson à la roue et que les motos sont beaucoup plus sauvages sur des flaques. Donc il y a eu red flag à 2 reprises. Beaucoup de chutes, dont celle de Siméon Selle au pluriel, parce qu'il tombe 2 fois.
Il va à la clinique mobile, fait quand même la FP2, mais donc il rechute et il renoncera au final samedi. Il a été déclaré unfit. Rossi, bien que vieux briscard, part à la faute en FP3 samedi, et c'est pour rappeler les démons de Sepang, c'est chute de l'arrière au virage 4 qui est assez piégeux, puisque Zarco s'en prendra une bonne aussi. De bourre, sans conséquences physiques en tout cas. La pluie et les timings dans lesquels il faut se placer dans les 10 premiers, et c'était un petit peu à la fois le hasard et le jeu de briscard. Donc en Q1 il y a beaucoup de gens qui s'y retrouvent, il y a du beau monde, parce qu'il y a notamment Rossi, Vignales, Lorenzo qui est diminué parce que très longtemps dans les FP il s'est contenté de tourner, si on peut dire, hein, pour se refaire, pour se chauffer. En Q1 Lorenzo, même pendant la Q1 assez longtemps, il fait quasiment une stratégie sans arrêt, puis il s'arrête à quelques tours de la fin. On pense qu'il fait n'importe quoi, sauf que spoiler alert, il finira 3ème. C'est finalement Vignales qui finit second et Iannone premier, et le Lorenzo sur la fin finit à 43 millième de Vignales. Donc je l'aime pas en tant que personne, mais bon voilà quoi. C'est pas loin. Petit niveau avec un poignet plus qu'endolori. Mais j'ai quand même dit du mal, je suis content, j'ai dit du bien en disant du mal, et ça c'est bien. Alors en Q2, Marquez chute assez tôt. Et il se déboîte l'épaule, et il peut pas se faire une Mel Gibson à se mettre un coup d'épaule dans une armoire en métal, parce qu'il n'y a pas d'armoire en métal dans les bacs. Donc il retourne à son motorhome. Alors plus sérieusement aussi, les airbags c'est sympa en fait, mais lui ça le fait chier parce qu'il peut pas se trifouiller l'épaule pendant qu'il a son airbag. Oui. Donc il revient au motorhome, il se fait remettre l'épaule et il repart le gars. Hein. Bon, dur au mal comme on dit. Parce qu'à ce moment-là, il n'est pas bien sur la grille, pour le coup. Il est dans les tréfonds. Enfin, il serait dans les 12 premiers. C'était le tout début de la session. Ouais. Donc, oui, mais en même temps, avec la douleur, le fait de. C'est des pistes piégeuses, est-ce qu'il peut pas s'empirer? Bon, bref, mais il repart. Et il fait un bon chrono, il claque une belle pendule, eu égard aux situations. Vignales nous fait une Marquez, hein, parce que ça reste en Espagne, mais. Il nous fait une pole après avoir fait la Q1 quand même, respect, devant Rins. Alors Rins en forme, on va dire, pour employer un euphémisme. Ouais. Et Dovi qui a été solide avec des temps corrects tout le temps en fait, sérieux, elle est appliquée, hein. Continue, a fait ses preuves. Petrucci qui est en forme et qui veut être en forme pour coiffer Zarco au poteau des pilotes indépendants, parce que c'est encore possible. Suivi de Marquez qui finalement arrive quand même à être dans les 3 premières lignes, ce qui est quand même névralgique pour le départ. Les frères Espargaro sont autour de Iannone, hein. Paul est 6, Alex 8, donc Iannone est 7 pour les matheux. Pedrosa 9ème pour son farewell, et Zarco 11 parce que il a chuté. Alors on chute jamais à un bon moment en qualif, mais voilà, ça, il était bien jusqu'à présent, mais là il portait haut les couleurs de Yamaha, sauf que lui il n'est pas allé en Q1, sauf qu'après il finit 11ème. C'est pas marqué, mais je crois que Rossi fait 16, c'est une catastrophe. On a une belle grille de départ avec 6 constructeurs différents dans les 8 premiers, si je ne me trompe pas. C'est ça. Ça s'est égalé sur cette fin de saison. En tout cas. Oui, non seulement les petits, entre guillemets, ceux qui avaient de moins de résultats remontent, mais KTM fait des beaux trucs, a priori. Aprilia arrive à faire des choses. On pourra aussi invoquer la pluie, parce que ça nivelle, sur une piste qui n'est pas un tourniquet, parce que ça aussi, comme c'est un tourniquet, a priori, les motos de seconde zone peuvent se montrer. Alors, on est quand même aussi d'accord que le plateau est cohérent, hein. Même un Aprilia qui a du mal, ils sont pas complètement grotesques. C'est pas les CRT de l'époque à qui il fallait filer un tour d'avance. Bon, alors ça se met en place, donc on va regarder la course Moto 3 et on se dit à tout à l'heure. À tout à l'heure. Salut. Bon, alors on va faire ce petit débrief sur la course Moto 3, donc qui est parti pour 23 tours sous la pluie. On a Arbolino qui va garder la tête. Dalla Porta, Suzuki et Lopez vont finir dans le bac tous les 3 dès le premier tour. On a donc Arbolino, Bezeki et Onshuk
qui partent assez tôt dans la course tous les 3. Foggia va chuter, suivi par Binder et Bezzecchi au 3e tour. On a Arbolino qui creuse l'écart en tête de manière assez importante. Toba va également chuter. Martin, qui est parti donc lui de très très loin, remonte à la 5e place. On a Arenas qui va chuter également. Arbolino et Honshu sont nettement détachés. Et derrière, on a un groupe à 3 avec Martin, McPhee et Di Gianantonio qui peut encore jouer sa carte de vice-champion. Donc il va essayer de tenir le rythme. Puisque Bezzecchi en fait a pu repartir et commence à remonter dans les points. On a malheureusement Arbolino qui chute à 12 tours de l'arrivée et du coup c'est Honshu, donc le jeune turc, qui prend la tête de course avec, excusez du peu, 6 secondes d'avance sur le groupe A3 qui est derrière. Et on va donc avoir Bezzecchi qui va chuter à nouveau, qui va tenter de repartir, mais le carénage étant plus vraiment accroché à la bécane, il va abandonner peu de tours après. On a Kornfeil également qui va chuter, Martin qui va prendre la 2e place à 7 tours de l'arrivée, McPhee qui va passer également Di Gianantonio pour la 3e place, ce qui va nous donner à l'arrivée Honshu devant Martin et McPhee, donc pour le podium. Di Gianantonio 4, Bastianini 5, Masia 6, Antonelli 7, Atirat Fuvapat 8 et Ramirez 9. Donc à noter pour Honshu, donc le plus jeune pilote a gagné une course en MotoGP, donc à un petit peu plus de 15 ans. Il est du coup plus jeune que Scott Redding, si je me trompe pas, c'était lui qui avait le record. Et surtout je sais pas si c'est le premier ou pas, mais c'était sa première course et il s'impose dans sa première course. Donc c'est une course quand même qu'il a maîtrisée de bout en bout. Même si les conditions étaient un peu particulières, on a vu que de toute façon il maîtrisait la moto. Et voilà, je crois qu'il a déjà tout appris. Ouais, non, impressionnant. Sa course, franchement, moi j'étais épaté parce que il a géré de bout en bout. Quand Tony Arbolino roulait plus fort, il a pas non plus essayé ça donnait pas l'impression qu'il essayait de le rattraper à coûte que coûte, même s'il roulait bien, puisqu'il a quand même mis 8 secondes à ses poursuivants. À la fin il s'est fait une petite frayeur, mais à part ça impressionnant sous la pluie en tout cas. On nous avait dit beaucoup de bien de ce pilote, donc on verra l'année prochaine dans la catégorie s'il fait aussi bien sur la régularité quoi. Moi, j'ai une petite théorie par rapport à Redding, c'est les cheveux. Puisque Honshu, on a vu qu'il avait la queue de je sais pas quoi qui dépassait du casque. Donc je pense que c'est capillaire cette histoire. Je sais pas si Redding avait les cheveux longs à l'époque, c'est une connerie que je dis comme d'habitude. Mais plus sérieusement, soit c'est de toute façon du talent, et est-ce qu'il y a l'insouciance? Non, je pense pas, parce que comme vous l'avez souligné, il a réussi à pas tomber, et on a vu des briscards se la mettre surtout au T4, perdre de l'arrière au T4, ce qui est le signature move du week-end, j'ai l'impression, malheureusement. Parce que aux essais, tous les pilotes de toutes les catégories, enfin pas tous les pilotes, mais beaucoup de bons pilotes de la catégorie étant prévenus, se bourrent. 80% des chutes qu'on a vues, c'était au T4. Et lui, il se fait, certes, on voit que ça gigote, mais alors évidemment son clan sur la ligne droite lui faisait ralenti du style limite s'il avait pu rouler à 80 à l'heure avec le limiteur ça aurait été bien, mais il avait l'air serein de ce que nous on voyait. C'était impressionnant de le voir rouler quand même. Alors sérénité, tout en dérive dans les virages quand même, on le voit sur les ralentis, ça dérive des 2 roues, pour tout le monde d'ailleurs. Mais le gars, déjà j'avais été impressionné par Masia pour son coup d'éclat l'année dernière, mais là on parle plus de coup d'éclat, on parle de... Il les a bolossés, il n'y a pas d'autre mot. On va attendre tranquillement le Moto 2, on rappelle rapidement le classement au général. Alors j'ai pas les points, mais on a donc Martin en tête du championnat devant Di Gianantonio, donc qui va prendre la 2e place sur cette dernière course, et Bezzecchi qui finit finalement 3e. À noter quand même que Del Conca Gresini avec la 2e place de Di Gianantonio a les 2 premières places au classement général. Elle fait le doublé, Donc bonne année pour ce team quoi. C'est clair, carrément. Tu le disais tout à l'heure, Pierre, Honshu 24e du championnat. C'est ça, 24e au général. Avec ses 25 ans, en courant une seule course. Forcément, il a pris des gros points. Il a bien fait de venir. Oui, c'est vrai. Allez. À tout à l'heure. À tout à l'heure.
Bon, donc on est passé à l'apéro du coup. Ouais. Petite bière. On va parler du Moto 2, Pierre. Allez, donc voilà, toujours il lui arrive une poisse. Donc Quartararo ne démarre pas au warm-up, au tour de warm-up juste avant le départ de la course. Du coup, direction la pit lane où il réussit à démarrer, donc il partira à fond de grille. Donc il y a Vieret qui part bien, suivi par Marini. Malheureusement, dès le deuxième virage, il y a 2 gros crashs qui se succèdent. Donc au début, on croyait même que c'était un seul, mais en fait, il y en a 2. Donc il y a Marini, Bagnaia, Baldassari et Mir qui vont chuter. Donc la tête de course en ce début de course, après la chute, on a Vieret, Oliveira, Schroeter, suivi par Pasini, Marquez. Pasini va passer Vieret et va nous faire un seul tour, on va dire, de chauffe, impressionnant. Oliveira justement va se réveiller et il prend la tête. On va avoir plusieurs crashs, notamment Paui et Danilo qui vont chuter en arrière. Oliveira va creuser l'écart, Marquez seul en poursuite. Vieret, Lucona, Pasini qui suivent. Quartararo est 11e à ce moment-là, il est déjà bien remonté. Samlo va chuter, Binder également. Donc, Marquez va passer par Oliveira, et Navarro également va chuter. Donc la course à ce moment-là va se stabiliser. On a dans l'ordre Marquez, Oliveira, Vieret, Lecona 4, alors que Lecona est parti 21 quand même. Joe Roberts qui fait une super course, il était 8e, va chuter également. Vieret va chuter au virage numéro 8. Donc les cartes sont rebattues à l'avant. Donc Marquez également va chuter alors que j'allais m'endormir, pardon. Il va repartir quand même devant Pasini. Donc Marquez en tête repart 3e devant Pasini 4. Tully va chuter alors qu'il était 5e. Et Quartararo va pouvoir remonter. Encore une fois, il prend des places comme ça numériquement par le nombre de chutes. On a une belle bagarre justement en fin de course et c'est la seule entre Quartararo et Rémi Gardner qui est sur la Mistral sur cette fin de course. Donc on va avoir une victoire d'Oliveira devant Lecona 2. Donc Lecona, c'est son premier podium en Moto 2. Parti 21e le monsieur. Ouais. Marquez 3e. Pasini 4, Gardner 5, c'est son meilleur résultat de l'année. Et Quartararo 6. Cool. Ouais. Et du coup, championnat, je pense que de toute façon, Bagnaia 1, Oliveira 2, Binder 3. Je vais aller vérifier. Je pense que ça n'a pas. Ouais, je pense que ça n'a pas bougé. Peut-être Quartararo qui a bougé. Quartararo était 10e la dernière fois. Ouais. Là, il a pris des gros points. De toute façon, YOLO, il va en MotoGP après, donc allez vous faire foutre quoi. Ouais. 10, 9 ou 8. Il y a ça aussi, mais bon, moi j'avais presque tout bon bingo quoi, parce que j'ai eu la chute de Marquez. Et de Loves aussi. La chute de Loves. Non, mais là on a imprimé le bingo avec Loves qui chute déjà imprimé. Donc, on n'a pas eu la chute de Pasini quand même. Ah, c'est vrai, il manquait ce bingo là. Ouais, c'est vrai. Du coup, quoi d'autre à dire? Si ce n'est qu'on a vu l'état de la bécane de Marquez à l'arrivée, qui était bien râpé au niveau du sabot. Il a réussi à traverser le carénage. On voit un liquide quelconque, un réservoir de quelque chose qui aurait pu je pense pisser. que c'est Carter la protection Carter qui a bien pris. Mais par contre, c'est une chute de l'avant, c'est pas un high side, donc c'est pas exactement une Marquez, mais bon, on la valide quand même. Ouais, et puis on peut remarquer qu'il a pas lâché l'embrayage, qui lui a permis de pas caler. Oui. Et puis c'est son frère qui a dû lui apprendre à rester accroché à la moto, à se faire une Superman mais à l'horizontale. Les gens qui aiment bien le freestyle. Par contre, dans notre métrique désormais consacrée, on peut dire qu'il avait un bac par rapport au 4e. Ouais, Pasini, même sur tout le reste du coup. Oui, tout le reste, mais bon, il réussit à faire 3 quand même avec une belle chute. Ouais, quand t'arrives à faire podium en tombant, c'est pas mal. Ah ouais, ça monte vite. Hein? Ah ouais, d'accord. Quartararo à 32 secondes de retard sur le premier. Quoi. Ouais, 6e, ouais. Ok. Bon. On remet ça, la petite sœur. Tchuss. Allez. Ciao. Allez, c'est parti pour le tour de chauffe. Tour de chauffe, ouais. Allez. Le seul gros enjeu de la course, c'est la 3e place au championnat. Oui. Donc ça faut regarder les résultats de Rossi et de Viñales. Et on voit quand même des gerbes d'eau, il n'y a pas d'autre mot. Je pense qu'il y a ce qu'il faut sur la piste pour que ce soit mouillé. Non, ça a existé. Allez, Bautista à l'image, dans une combinaison blanche et or.
Ouais, Bautista qui nous aura filé quelques regrets eu égard à sa prestation à Phillip Island notamment. C'est pas celui qu'on aurait aimé voir disparaître du paddock. Salut à toi Abraham. C'est pas forcément toujours la logique sportive qui l'emporte. Mais on entend beaucoup de lui en Superbike pour le coup. Parce qu'on va voir se pointer une Panigale V4. Bon, je mets un chapeau sur le fait que j'aime pas les V4. Mais bon, maintenant qu'ils ont acheté des chevaux... ça peut être sympa. Justement, ils ont fait des essais à Aragon cette semaine en World Superbike et Chase Davis était plutôt satisfait. Ouais, ils sont pas mal. Ouais. Après, non, mais attends, de la com. Non, mais moi je suis persuadé que le V4 c'est bien pour Ducati. C'est juste moi et mon vieux conisme qui aime bien les V2. Les V2. Allez, ça se place sur la grille. Ça va partir. Ça va partir pour la dernière de l'année. Bon, moi j'ai mis ma pièce sur Rins, alors j'aurais peut-être l'air con, mais bon, c'est pas la première fois. Tout le monde met le. Ah, il y a Vignales qui fait un caca nerveux là. allez, on démarre. Tout le monde met le launch control. Drapeau rouge qui part. Oh, attention. Et c'est parti. Donc bon départ de Rins. Ouais. Il prend la tête avant le. Rins prend l'extérieur. Et suivi par Dovizioso. Ouais. Il a tellement d'avance que j'ai peur qu'il se bourre. Attention pour Vignales 3. Hop. Premier virage, ça passe pour tout le monde. Ouais. Il y a Et Vignales qui il y a de la flotte partout. Il y a des seaux d'eau sur la piste, c'est n'importe quoi. C'est la course la plus humide des trois, là je pense, vu de l'eau. Là, il s'est remis à pleuvoir. Ouais. Là, les mecs. Ah, le virage 4. Paul Espargaro qui s'est fait Dovi. Virage 4. Rossi est replacé dans les 10. Donc on voit que Rins prend déjà de l'avance. Il se détache clair. Ouais, mais ça, j'aime pas trop les mecs qui flambent au début. Je voudrais qu'ils soient un peu raisonnables. Parce que là, il est un peu chaud là, le garçon. Ouais, il ouvre la piste, un peu comme les chasse-neige. J'aimerais pas qu'il fasse le lièvre, tu vois ce que je veux dire. Rossi qui est juste derrière Zarco. Ouais. Donc on a clairement Rins en tête, suivi par un groupe de 4, Vignales, Dovi, Marquez et Paul Espargaro, et après le reste de la troupe. Ouais, c'est vrai que la catoche est pas ridicule, on parlait de niveler les performances, je vais pas... Lorenzo un peu loin. Ah bah son habitude. Lorenzo 19. Sous la pluie, voilà. Oh, il vient chercher des noises à Marquez. Oh, Espargaro qui se fait... non, un petit inter sur Marquez. Marquez, petite virgule. Petit drift. Pedrosa loin aussi pour sa dernière, 13ème. Ah mais c'est un week-end Talasso là, c'est n'importe quoi la flotte. Surtout à Valence. Rossi se replace bien en 7ème. Je sais pas ce que les mecs voient en fait. J'aimerais bien avoir une caméra embarquée mais dans le casque. On les a vus en warm-up, au tour de pré-grille. Marquez qui galère un peu. Mais les Espargaro il m'épate là. Ouais. Non, mais, Espargaro passe. Espargaro prend la 3 à Vignales. C'est bien fait pour sa gueule à Vignales. Et Marquez qui passe aussi Vignales pour la 4. Donc pour la 3ème place, on a Vignales 5 et Rossi 7. Ah, quelqu'un a chuté, Espargaro. Alex Espargaro a chuté avec la première. Sur Aprilia, ouais. On ne voit pas encore l'image, mais vu qu'il recule le classement. Ou Marquez tente un externe. Marquez externe. Oh non, c'est très large. Trop tard sur le virage, sur le freinage. Oui, il n'y a quand même pas de miracle, même si Marquez est un funambule. On a Petrucci donc qui est intercalé entre Vignales et Rossi. C'est vrai qu'on a le Petrucci. Grosse chute d'Espargaro quand même. Il a l'air d'avoir morflé, il va se faire évacuer peut-être sur Civière. Allez Dovi deuxième à l'écran. Il va falloir guetter les points Petrucci-Zarco, je sais pas ce que ça représente. Rins a quasiment creusé 3 secondes. 3 secondes dès le ouais, en 2 tours. Ouais. C'est quasiment science-fiction 3 secondes. Marquez qui part sur Espargaro, ouais. Mais pour l'instant il résiste. Bon, par contre le casque d'Espargaro avec le dos ouais. Marquez qui passe. Est-ce qu'il va pouvoir reprendre la 3? Non, il prend large. Ah si, bravo. C'est propre. C'est propre, ouais. Dovi 2, je sais pas si on l'a assez rappelé quand même, mais ça me plaît. Il tient son rang. Quitte à pas avoir Rossi aux avant-postes, Rins Dovi, ça me va. Mais je pense qu'il va falloir qu'il accélère. Rossi passé par Miller, ouais. Et Vignales qui bouchonne tout le monde. Vignales, les deux Pramac derrière, ouais.
clairement, il va se faire passer. Voilà. Ouais, ça passe. Petrucci passe Vignales. Ça passe pour Petrucci. Et ouais. Miller bloqué encore. Miller, ça va passer. Miller va pas va tarder passer. à le manger, je pense. Et Rossi est pas loin. Il va y avoir un mano à mano chez les Yamaha. C'est ça qui nous intéresse, savoir qui va finir 3ème au championnat. Zarco 9 pour le moment derrière Rossi. Sachant que dans ce cas-là, au jeu des points... Dans ce cas-là, il y a un point d'écart, donc il avait 2 d'avance. Allez, Vignales, rentre chez toi. Allez, Miller qui se fait Vignales. Donc là, les 2 Pramac Voilà. 5 et 6. Les Ducati m'ont l'air en forme. Bah, sauf celle de Lorenzo. Hein. Bon, on rappelle blessé, Lorenzo. Voilà. Mais on sait que la pluie, c'est pas son élément non plus. Franchement, je suis épaté par Paul Espargaro. Ouais, il fait une belle course. 4ème là. Oui, parce que... Rossi est passé. Allez. Rossi a passé Vignales. Là, ça s'agace un peu. Là. Mais je crois que les Michelin sont les Oh meilleurs. là là. Oh putain. C'est Miller. C'est Miller, ouais. Qui était en 6ème position. Miller est un petit peu trop chaud, il a détruit sa Ducat, donc il repartira pas. On n'est pas Sa place Rossi 6 et Vignales 7. Et Rins qui fait toujours les meilleurs tours. Il lâche rien. Yannone a passé Zarco pour la 8. Alors ça c'est pas bon. Eu égard à Petrucci et au point pour le classement des meilleurs indépendants. Ouais. On a un petit replay là. Ouais, Marquez qui a encore ramené un truc de ouf. Non mais le chat quoi. Typiquement c'est le chat. Mais Spargaro il fait un peu... il se calque sur Marquez et ça lui réussit. Ouais. Il se fait les chaleurs en moins. Il laisse les chaleurs à Marquez pour l'instant. Ouais, je touche du bois parce que ça me plairait bien. Ouais, il passe à l'extérieur. Il tente l'extérieur. Oh là 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 là. Mais ça va être compliqué, ouais. Ça passe pas, mais c'est beau. Non mais déjà sur le sec, un extérieur c'est chaud, mais alors sur le mouillé... Bah là, il a fait passer un message à Marquez, arrête de te traîner la vie, clairement. Oh, Pirot qui a chuté. Oh merde. Mais déjà que sur le sec, ouais, l'extérieur c'est chaud patate. Pirot va essayer de repartir, mais Bon, vu l'état de la bécane, ça va être compliqué. Ça repart. Ouais, Petrucci qui chute. Mais, bah Zarco, voilà. Désolé. Les affaires de Zarco au niveau des indépendants. Désolé pour Petrux, hein, mais. Ouais. Oh la vache. Il a pas vu venir, je pense, parce que j'ai pas compris ce qui s'est passé. Mais ouais, c'est le week-end des chutes de l'arrière, enfin des pertes de l'arrière. Lutti qui va chuter aussi. Alors que Marquez est revenu sur Dovi. Ouais. Où est passé Espargaro? Espargaro, non. Le carénage est cassé. Hein. Ouais. Espargaro qui a un bac à sable d'avance. Du coup, dans tout ça, on a Rossi 4 et Vignales 5. Et ça commence à devenir envisageable, ce Grand Prix. Dovi qui... Oh là là, Marquez qui chute. Oh là là, grosse chute de Marquez. Grosse chute de Marquez, ouais. Ouais, ça... Non, je crois qu'il va s'arrêter là, hein. Il va pas repartir. Marquez, il a l'épaule déboîtée. Alors avec tout ça, on retrouve Rossi 3ème, Dovi 2 et Rins toujours en tête. Ouais, c'est vraiment le jeu. Ouais, oh là là, le high side de Marquez. Il s'est fait un salto. Heureusement qu'il est retombé pile poil sur le dos et pas sur la tête. La moto complètement détruite. Rossi qui se laisse pas perturber, qui reste dans son virage, mais malgré mon inimitié pour ce personnage, j'ai mal pour lui et on est content qu'il ne soit pas fait plus mal que ça. Yannone est 5ème, je ne rêve pas, Zarco 6ème avec toutes ses chutes. Yannone 5, ouais. Donc en sachant que Zarco avec ce résultat sera premier au classement des pilotes indépendants. Ouais. Même s'il tombe d'ailleurs. Enfin, je ne lui souhaite pas et je suis pas là que pour me rassurer, mais avec un podium virtuel pour Rossi, alors il reste 20 tours, c'est peut-être ça qui m'embête le plus parce que t'as vu la gueule de la piste. Là, je pense que chacun va rouler à son rythme. Dovi n'a plus de poursuivant direct. Et honnêtement, Rins non plus. Hein, il a 3 secondes et demie d'avance sur Dovi. Donc, même en étant à leur rythme respectif, je pense que ça se joue à un cheveu à chaque virage, quoi. Là, on est en train de parler de guerre des nerfs, mais même pas contre soi-même. Hein. Mais je pense que là, le terme serre les fesses prend tout son sens. Donc on regarde surtout la bataille entre Rossi et Vignales, 3 et 4e position, qui va déterminer encore une fois le classement général.
Mais on a l'impression qu'il y a de plus en plus d'eau qui vole des roues arrière. Oui, non, mais il peut toujours. C'est comme Motegi l'année dernière. Alors que Dovi aurait pris au T3. Attention. Dovi remonte très fort, il a pris 1 seconde en un tour. De toute façon, Dovi, c'est presque celui qui a le moins de pression parce que Rins il est premier et c'est inédit. Une victoire serait encore plus inédite. Dovi, comme il a entre guillemets perdu le championnat, il veut aller chercher la victoire. Impressionnant, on n'en a pas parlé beaucoup, mais la Suzuki elle tourne bien sur ce mouillet. Hein. Elle tourne bien et il est serein. Enfin serein, je sais. J'aimerais pas être ni dans sa combi ni dans son casque. Non. Mais l'image qu'on voit, c'est quelqu'un qui gère. Dovi remonte fort quand même. Hein. Ah oui, d'ailleurs, 2 secondes 7. 2 secondes 7, ouais. J'aimerais bien savoir l'écart entre Rossi et Vignales par contre. Rossi, ouais. Rossi tourne fort. Hein. Je crois qu'il y a une quinzaine d'années d'écart, non? Oh là là! Yannone. Chute de Yannone. On a cru avec le jaune fluo que c'était Rossi. Le jaune mais Yannone était pas mal, hein. il était dans le top 5. Mais ce qui rend la performance de Rins encore plus cinglante. Ouais. Mais bon, de toute façon, avec des conditions comme ça, les chutes, on peut même pas se moquer. Moi-même quand je me moque. Il a l'air d'être assez choqué, hein, d'ailleurs. Même quand je me moque. Oh là là! Waouh! Ah ouais. Ouais, non, on rappelle qu'on respecte les pilotes et que de toute façon, une chute aujourd'hui, c'est. Ouais, la civière est sortie pour Yannone, mais il peut marcher en tout cas. Là, je pense qu'il parle allemand, là. Il sait plus qui il est, là. Non, les conditions de piste se dégradent beaucoup. Hein. Il pleut beaucoup. Vraiment la pluie en style miroir, quoi. Beaucoup d'humidité. Alors que Morbidelli dans le top 5. Ouais, belle course, hein. Belle course. Ce serait son meilleur résultat, je pense. Mais je pense, ouais. Mais là, je pense qu'il va y avoir un drapeau rouge d'ici peu. C'est pas impossible, hein, parce que à la là, il commence vraiment à pleuvoir très très fort sur la ligne d'arrivée. C'est vrai aquaplaning. Ouais, ça se Silverstoneise. Ouais. Alors qu'on a vu Morbidelli qui était bien droit dans la ligne droite. Ouais. Il remet bien les gaz et il a quand même l'arrière qui chasse beaucoup. Donc, ils ont beau être très appliqués, nos amis. Il y a les motos qui ont envie de bouger, quoi. Hein. Il y a un moment Michelin, ils peuvent pas tout faire. Hein. Donc Dovi qui remonte toujours sur Rins, ils ont 2 dixièmes. 2 secondes d'écart. 2 dixièmes d'écart, c'est pas beaucoup. Il suffit que Rins se fasse une chaleur pour que ça recolle. Bravo champion du monde Marquez. Un peu énervé. On revoit sa chute hein, avec l'arrière qui chasse énormément et quand ça raccroche. C'est quand même collé un beau poster encore quoi. Ouais. Franchement, heureusement que le salto est entier parce que c'est vraiment là il peut rien maîtriser pour une fois et il s'en veut. Oui, c'est dire comment c'est dur de rester sur ses roues si Marquez s'en colle une. Hein. Parce qu'on a affaire à un chat normalement, un chat avec plus que notre... Oh, chute de Vignales. Chute de Vignales, donc s'il retirait sur ses roues, il sera 3ème au classement. Je n'irai pas jusqu'à me réjouir, ça fait chier. Ouais. Non, franchement, les chutes... Il ne repartira pas, Vignales. Ouais, tout pété là. Oh putain. Il a pété la jambe et la moto. Ah, ça fait chier. Ouais. Alors que Dovi revient très fort sur Rins. On revoit la chute, c'est à la réaxel en sortie de virage. C'est un guidonnage qui... Enfin, c'est pas un guidonnage, c'est une perte de l'arrière. Ouais. Alors qu'il était quand même bien droit. Ce week-end, il y a beaucoup de problèmes avec des chutes de l'arrière. Remise de gaz sur l'angle. Hein. Ouais. J'ai l'impression que les pilotes perdent aussi peu l'avant que sur sec, mais l'arrière, ça leur fait des tours. Hein. Que ce soit à vitesse lente ou rapide. Donc, du coup, là, on a Rossi qui est dans le cul de Dovi. Non, arrêtez de alors là... Ouais, je pense que je vais rien dire. Allez, Dovi. J'en pense pas moins, mais je dis rien. De toute façon, Rossi n'a plus rien à Morbidelli qui a chuté.
même si Rossi chute, il reste 3ème au championnat, donc il n'a vraiment rien à perdre. Alors que Dovi. Mais dans caméra embarquée, en tout cas, on voit que. Il va chercher la roue. Il peut se faire Dovi, l'homme de Tavoulia, hein, je ne le nommerai pas. Voilà la chute de Morbidelli, on va revoir. Morbidelli, en tant que protégé de l'homme de Tavoulia, ça m'embête de le voir par terre. Ouais, Rossi roule beaucoup plus vite que Dovi. Hein. Rossi, ça remonte très très fort. Hein. Il roule tellement plus vite que Dovi qu'il va lui faire un externe à ce niveau-là. Ouais, je vais faire comme les mecs de KTM, je vais faire le geste vers le bas pour l'homme de Tavoulia. Assure. Donc on a Rins toujours en tête, suivi par Dovizioso et Rossi. Les trois ont noué le contact. Hein. Là ça va jouer entre 3 et derrière il y a un énorme écart avec Pedrosa 4ème. Il reste 14 tours. Oui, c'est quasiment une course en fait, parce que dans ces conditions-là, 14 tours, c'est... Enfin, tu vois ta vie défiler comme dans les choses de la vie, quoi. Ouais. Sachant que vu ce qui tombe, à mon avis, il va y avoir drapeau rouge dès qu'ils auront passé les 2 tiers. Smith qui chute également, il y a beaucoup de chutes. Ouais. Donc, quels que soient les pilotes... Rins qui sort. Rins qui passe. Dovi en tête. Voilà. Allez, Dovi. Dovi devant Rossi et Rins. Oui, parce que Rins vient de se faire bouffer par les deux sur un virage large. Mais vu les conditions, on peut dire qu'un virage large, c'est pas cher payé. Ouais. Allez, Dovi. Dovi qui passe, Rossi. Ouais. Et Rossi qui passe. Il s'est raté trop large. Et ça va sortir large, ça sort large. Allez, Dovi. Voilà. Bon, Rossi est sur ses roues. Ouais. Oh, il rattaque. Dovi qui fait un signe de la main. Alors, je sais pas si l'aspi ça marche sous la pluie parce qu'on voit rien. Il y a eu pas mal de bras levés. Drapeau rouge. Ouais. Oui, on est d'accord. Est-ce qu'on a dépassé? Non. Ah non, reste ou bien restart. Il faut les 75%. Il faut 75%, donc ça va repartir. Donc ça va repartir. Ils vont attendre que les conditions s'améliorent. Alors là, mais dans ce cas-là, repart. C'était les 3 quarts, donc on n'a pas fait les 3 quarts de la course. Mais la grille, ça va être l'état de la course. Du coup, ça va repartir en grille, à mon avis, avant le red flag. Ouais. Ceux qui ne sont pas en course au moment du drapeau rouge ne pourront pas repartir. En tout cas, ça a beau être un jeu de massacre, c'est aussi joli en termes de pilotage. Parce que c'est un beau spectacle, mais c'est compliqué de voir autant de chutes quand même. Hein. Ouais, mais par contre, le top 3, ça rehausse quand même le mérite de ceux qui font le spectacle devant. Les maboules du top 3, parce que ils amusent pas la galerie, ils sont pas venus pour beurrer les sandwichs. Comment dire? Est-ce que les cuirs sont secs? Non, j'en doute, il faut une semaine pour sécher un cuir, donc c'est pas 40 minutes ou 30 minutes qui suffiront. Mais bon, du coup, on repart quand même. Là. Donc on rebalaye la grille, Rins en tête, Dovi 2, Rossi 3, Pedrosa 4, Zarco 5, Nakagami 6. Incroyable ces deux lignes. Bautista 7, Paul Espargaro 8 qui était reparti et Redding 9, Ciarin 10, Lorenzo 11, Bradle 12. Et ça repart aussi avec Piro, Karel Abraham, Jordi Torres et Bradley Smith qui clôt. Donc les KTM on en profitait pour réparer, j'imagine. Je pense. Il y a un peu de fébrilité sur la grille. Est-ce qu'il y a des gens qui vont caler 14 tours si tout le monde... la grille elle est légère là, il n'y a pas beaucoup de monde. Un tiers de monde. Allez, c'est parti. Très bon départ de Rins. Ils sont chauds comme des baraques à frites. Attention au premier virage. C'est Rins de Dieu. Rins qui a profité de la pole devant Dovi, Rossi, Pedrosa. On garde les mêmes positions. Ouais. Bon, les pneus collent au bitume. Enfin, Zarco qui s'est un peu laissé piéger. Ça prend large au virage 2. On veut pas trop se risquer, ce qui est pas pour me déplaire, parce que j'aimerais pas que ça se joue à coup de chute. Et Rins essaie de nous la refaire à l'identique. Allez, Zarco se fait Piro Lorenzo. Comme quoi il y avait une prime quand même à ceux qui sont repartis après leur chute, parce que recommencer sur une grille c'est quand même presque cadeau.
pour un... D'ailleurs, on a Rins qui est poursuivi par Dovi et un petit écart avec Rossi ensuite. En fait, Espargaro, c'est un peu le phénix parce qu'il se bourre, il repart et il reprend sur la grille. Donc là, il est 4, sauf erreur de ma part. Quand 4 après s'être mangé du gravier, d'après notre métrique du bac, c'est pas mal. Non, mais c'est une course au courage, hein, comme on dit, le mec qui abandonne pas. Sachant que j'ai froid pour eux parce que on connaît les conditions de la flotte quand tu roules vite. Ça doit grelotter dans les combats. Donc là, on ne sait pas si Dovi prend la spi ou la pluie. Dovi passe. Mais il passe. Dovi passe au premier tour. Ce moteur est toujours aussi passe violent. Rins, Comme dans les années Stoner, il passe quasiment facile, on va dire, dans la ligne droite. C'est marrant parce qu'on n'a pas du tout l'impression que c'est la même physionomie qu'avant que ça coupe. Ouais. Dovi, c'est comme s'il avait gagné 50 chevaux dans la ligne droite, hein, j'entends. Ouais. Alors, il n'y a peut-être pas que ça, il y a peut-être aussi la façon de sortir du virage qui a conditionné la ligne droite. Il y a beaucoup moins d'eau, il faut le dire aussi. Je crois qu'on ne pouvait pas espérer une course plus mouvementée pour cette fin de saison. À la limite, moi qui n'aime pas les courses sous la pluie, là, au moins dans son genre, c'est une course qui se regarde bien. Ouais, même si j'ai peur. Lorenzo a repris une 14e place plus qu'honorable. Alors là, on dit que je suis méchant, mais toi, avec ton passif agressif, t'es bien aussi. Ouais, c'est bien. Même l'intermittent Stéphane Bradel, je suis en bas et devant. Ah, t'as quand même Pedrosa qui fait le renard derrière Espargaro. Ouais, on va dire qu'ils sont bien 4-5, voilà. Ils sont tout seuls, c'est pas ça. Ça continue de drainer des litres de flotte derrière les roues arrière, là. Derrière eux, on a un étonnant Nakagami, quand même 6ème. Mais Pirot, pareil, Pirot fait partie des miraculés parce qu'il a chuté. Et 7ème, Non, mais clairement, Marquez, c'est une petite nature, hein. C'est le seul qui a chuté qui part parti. 7ème, c'est toujours 7 places de mieux que Lorenzo, en fait. Viens là que je te déboîte l'épaule, tu vas voir si tu vas repartir. Pas besoin de ça, moi je suis un homme Lego, on peut me déboîter toutes les épaules. Pedrosa qui passe Espargaro pour la 4. Ah, attention, il va peut-être se faire reprendre. Ouais, ça risque de décroiser, ça décroise. Ça décroise, Ouh, ça va se toucher. C'était limite, Pedrosa était allé chercher la bande blanche. On est sur du pseudo-pugilat. Alors, c'est peut-être une vue de l'esprit, mais on a l'impression que Dovi il conduit plus sereinement que les deux autres, respectivement Rins et Rossi. Et là où, avant le drapeau rouge, Rossi était en train de se faire une remontada, soit il peut pas, soit il attend. C'est peut-être un mix des deux. C'est compliqué de juger. Hein. Ouais. Mais personne lui jettera la pierre. Et on voit bien là, suite au mouvement de Rins de l'arrière, qu'il s'en faut d'un cheveu à chaque fois. Ouais, il faut pas grand chose pour se mettre. Pour moi, chaque virage, c'est un film d'Hitchcock. Hein. À la limite, Dovi qui a pris une demi-seconde. Est-ce qu'à l'instar d'une course sur le sec, tout le monde s'observe pour porter l'effort dans les 3 derniers tours? Pas vraiment, parce que finalement, quand on regarde les écarts des 3... ça commence à se creuser tout doucement. Donc il n'y a pas... Une attaque n'est pas très crédible là, maintenant, tel qu'on vous parle. Dovi se détache quand même assez clairement. Bon, sauf chute, hein, bien sûr, mais là, on ne voit pas ce qui pourrait lui faire perdre l'avance qu'il prend. Sachant que ça se bat toujours entre Espargaro et Pedrosa. Pour l'instant, que Pirot revient et il s'est bien détaché de Nakagami et Zarco. Bon, c'est pas là que Rossi fera les freins, mais il se rapproche au freinage. Il va beaucoup plus vite dans la tourne. Beaucoup plus vite, hein. Il rentre très fort. C'est comme si Rins... on a Rossi qui commence franchement à pousser derrière Rins. Alors, mais Dovi en tête. Ouais. Dovi, il enchaîne les tours rapides. Ça va être dur d'aller chercher la gagne. Allez, Rossi. Rossi passe Rins. Voilà. Donc, Rossi prend la 2. Rossi fait l'inter sur un élargissement tout relatif de Rins, parce que pour moi, dans ces conditions, tu as droit à toute la piste. Hein. Même si tu es à l'extérieur, tu n'as pas forcément élargi. Donc est-ce que Rossi va gagner une course cette saison ou pas? C'est la grande question. C'est possible encore. Hein. On va voir si ça remonte. Là, il s'agit de rester en vie. Là. 8 tours, c'est beaucoup. Donc là, clairement, Rossi il fait tout pour revenir sur Dovi. Alors, il a lâché Rins.
Dovi ne s'en laisse pas compter parce que sur les sorties de courbe, on a vraiment l'impression que Dovi s'envole. Hein. Alors que Pirot a dépassé Pedrosa. Pirot a pris Pedrosa pour la 5e. Pirot, il a un mental assez important, on va dire, parce qu'il s'est bourré avant, il est reparti. Non, mais Pirot, on va revoir le dépassement de Pirot, ouais. Ah, c'est Pedrosa qui écarte beaucoup pour prendre une trage, on va dire, sécure. Ouais, et Pirot s'engouffre. Et Pirot, voilà, ne se laisse pas compter. Sur un malentendu, Pirot a passé Pedrosa. Enfin, c'est pas un malentendu, mais. Mine de rien, Pirot 5. Il le mérite, vu ce qui s'est passé à Mugello, notamment. Ouais. Voilà. Oui, puis il finit par avoir des années au compteur en termes de, j'allais dire pilier finalement avec Dovi. Ouais, je pense que en termes de kilomètres effectués, je sais pas lequel des deux en a le plus sur la Dismo GP. Je pense qu'il connaît la nomenclature au boulon près en plus de la Brel. Regarde-moi cette flotte. Putain. Là, sur un slow motion. Il est à 46 degrés en 170 km/h. Voilà, et il est en hauteur d'un gratte-ciel. C'est tout ce que. Voilà, là il monte à 300. 307 km/h. 300 dans un baquet d'eau. Ouais. Et Bautista. Pour sa dernière. Avec son airbag gonflé. C'est dommage. J'aimerais bien qu'il reparte. C'est sa dernière. Ah, Zarco. Oh là là, ouais. L'arrière est vraiment passé devant pour sa chute. Et il a perdu Badaboum Alvaro. Il y a vraiment des sales décrochages. Ouais. Rins semble se contenter de cette 3e place. Je pense qu'il n'est pas en train d'essayer d'aller remonter sur Rossi. Sachant que pour les 16 qui sont encore en course, on peut déjà leur filer une médaille. Ouais, clairement. Et pour avoir couru et pour être resté sur ses roues. Dovi a clairement creusé l'écart. Je pense que Rossi ne pourra plus remonter sur lui. Ça semble pas crédible. Sauf chute. Si d'aventure ça en restait là, on peut au moins dire que Rossi a réussi à remettre un peu l'église au milieu du village vis-à-vis de son qu'on voit Lorenzo jeune coéquipier. 13e. Oh, belle progression. On va dire que Lorenzo il se contente du minimum. Après... Bon, on rappelle qu'il a un poignet en 2 morceaux, 3 morceaux même. Oh là là, chute de Rossi, merde. Chute de Rossi. Rembourser nos invitations. Donc Rossi remonte sur... c'est reparti pour Rossi. Ça perd l'arrière, ouais. C'est toujours l'arrière qui vient chercher l'avant. Ouais. Donc c'est pas des erreurs de pilotage, on rappelle quand l'arrière vient chercher l'avant, c'est juste une perte d'adhérence. Et les pilotes ne peuvent rien y faire. Ouais. Bah, il repart 6 quand même. 7. Mais bon. Paul Espargaro, s'il arrive à mettre sa KTM sur le podium, ça serait exceptionnel. Oui, parce que KTM, ils ont à la fois beaucoup progressé, mais ils partaient tellement loin que même s'ils finissent l'année en trombe, ça se voit pas vraiment. Alors nous, en tant que chauvin, ça nous rassure à la fois pour Tech 3 et surtout pour Zarco par rapport au potentiel de 2019. Et comme on le sait, les essais, que ce soit à Valence ou même les essais hivernaux, ça veut pas dire grand-chose. Ça sert un peu à faire parler, mais on n'en saura pas plus avant le Qatar en fait. Ouais. Rossi est actuellement 13e, il s'est fait passer par Lorenzo. Alors ça, non. Dur à vivre. On remonte la chute de Rossi actuellement. Ça prévient pas. Donc Dovi toujours très concentré. On voit son regard là, sa détermination. Ça souligne peut-être encore plus l'exploit de Dovi et celui d'Espargaro parce que là, avec son mulet, il arrive quand même à faire 3. Pedrosa qui est actuellement 5e, je crois que c'est une de ses meilleures positions de la saison, sans dire de bêtises. Et Pirot qui fait une belle course également. Pirot 4, ouais.
Ouais, 4 pour un wildcard, oui. Pour un pilote d'essai, ouais. À part Bellis sur le même circuit, je suppose que c'est une des meilleures perfs des wildcards du 4. Lynn Jarvis qui a l'air toujours... Jarvis qui est toujours aussi souriant que ses pilotes Subaru qui gagnent. Donc finalement, on est sur du musée Grévin, ça change pas grand-chose. Dovi attaque le dernier tour. 4 secondes et demie d'avance sur Rins. Je paye une bière à quelqu'un qui me trouve une vidéo non photoshopée où il y a Jarvis qui sourit. La moto de Rins, c'est beaucoup. Alors on voit le team Suzuki qui fait du vaudou pour faire passer des bonnes ondes à Rins. Du style, faut pas pusher too hard. Et là, c'est la meilleure saison de Suzuki depuis qu'ils sont revenus au Grand Prix. Ouais, clairement. La moto, l'année prochaine, risque d'être très très performante. Très propre. Et regarde derrière lui, c'est bon. J'ai de la marge. Alors que Paul Espargaro, lui, est à fond. Il donne tout, Espargaro. Ça se... Allez, champion. Super victoire de Dovizioso devant Rins. Espargaro 3. Podium KTM et deuxième place de Rins. Pirro est 4ème, suivi par Pedrosa 5. Voilà, bravo. Les autres sont loin. Bravo Pedrosa. Bravo aux 16 qui finissent, et puis aussi à ceux qui se sont alors bourrés. Que Zarco se bat contre Zarco et Smith, ouais. Et c'est Smith. Ah non, c'est Non, Zarco, c'est bon. non, Zarco. Zarco va tenir. Zarco finit tient la 7, ouais. Nakagami 6, Zarco 7, Smith 8, Bradle 9, Sairin dans le top 10. Et du coup, Redding 11, Lorenzo 12, Rossi va finir 13ème. Voilà, c'est fait. Et du coup, on a les derniers de la classe qui sont encore un peu loin. Premier podium pour KTM en catégorie Rennes. Ouais. Bravo. Ouais, premier podium, ouais. Abraham qui chope des points. Bon les gars, les impressions à chaud de la course. On va dire une course un peu particulière au vu des conditions, le drapeau rouge, beaucoup de chutes en première partie. Ouais, beaucoup de chutes. Ouais. Du flottement, des pilotes qui avaient vraiment sur le visage l'envie de pas repartir, sauf qu'à mon avis quand les feux se sont éteints, ils ont rebooté le cerveau. Alors, rebooter le cerveau avec un Dovi quand même ultra solide. Oui. Parce qu'il y a eu zéro chaleur, enfin, à l'image. Je pense que la chaleur, elle était omniprésente. Mais Dovi impérial sur la reprise. Bien sûr. Et c'est un peu comme quand il y a les arrêts pluie à Roland-Garros. C'est hyper dur de reprendre. Là, le Dovi... Oui, c'est dans le mental, là. Ouais. Clairement. Rossi... c'est un peu comme à Sepang, tu peux même pas regretter qu'il soit tombé parce que il est on fire pour du Rossi. Il fait sa course. Il fait sa course. Et comme il a plus la marge qu'il avait dans les belles années, quand il est obligé de pousser, il y a des fois où ça tombe. Là, ça tombe coup sur coup. Sepang. Là, sur cette course-là, n'importe qui tombe. Sauf justement. Le meilleur, par définition, c'est celui qui finit premier. Pour finir premier, il faut premièrement finir. Je dis que même ceux qui repartent, ils finissent pas parce que quand tu finis 15, non, ça fait que Rossi il est chevaleresque. Désolé de dire du bien de Rossi. Ils sont tous chevaleresques. Ils sont tous chevaleresques, mais lui il est pas temporisé quoi. Là, c'est comme ça. Non mais clairement Rossi, une fois que Vignales était tombé, il n'avait plus rien à jouer pour le championnat, il était sûr de finir 3ème. Il est quand même poussé pour essayer d'obtenir sa première victoire de la saison. Bon malheureusement ça l'a pas fait, mais je pense qu'il avait que des choses à gagner. Il a perdu pas grand chose, il a perdu de perdre. Mais... Il a vraiment joué de bout en bout et on voit Ducati gagner sur ce circuit de Valence. C'est très très rare, je crois que c'est... Ouais. Sauf justement Bélis à l'époque. Voilà, c'est ça. J'aurais bien voulu le voir gagner l'année dernière. Oui. Ça s'est passé autrement. Voilà, déjà cette victoire cette saison, c'est bien. Bon, donc pour conclure sur cette course, c'était la dernière de Pedrosa, donc qui quitte le MotoGP après 295 courses. Donc si on compte celle-là,
En 125, donc le titre en 2003 avec 17 podiums et 8 victoires. En 250, le titre en 2004 et en 2005 avec 24 podiums au total, 15 victoires en 32 courses. Et en MotoGP, 217 courses, 112 podiums et 31 victoires. Donc voilà, c'est une saison un petit peu difficile pour Pedrosa. Mais sur toute sa carrière, c'est quand même un pilote assez exceptionnel, donc qui n'aura jamais été titré. Mais voilà, ça applaudit puisqu'on le voit un petit peu dans le paddock. Oui, et puis on peut rappeler que d'un point de vue humain, ça fait partie des plus soft, si je puis dire. Ouais. Peut-être est-ce que c'est ça qui l'a aussi desservi, parce que c'est pas un buveur de sang. Ouais, tu vois ce que je veux dire, quand il il se met par terre et qu'il en met un autre par terre, il vient s'excuser tout de suite, Ouais. Limite il balaye la piste à la place des marshals. C'est exactement l'image que je garde de lui. C'est Grand Prix des Amériques 2016. Il fait tomber Dovizioso. Il vient s'excuser direct. Et la première chose qu'il fait, c'est il essaie même pas de repartir, c'est il va s'excuser tout de Ouais. suite auprès de Dovizioso qui est encore par terre. Et ça, ça montre la personne qui est. Et il a jamais fait du mind game, pas fait les petites déclarations de pupute. Moi j'aime bien ce genre de type là, et malheureusement c'est pas ce genre de type là qui gagne. Enfin, j'entends, je parle, tu vois ce que je veux dire, parmi les... C'est un peu le pool leader du MotoGP, quoi. Ouais, donc il a peut-être pas assez le goût du sang, mais moi ça me plaît. Alors que Paul Espargaro a du mal à se remettre. Ouais, podium. C'est vrai que KTM, Podium pour KTM, ouais. on avait tendance à ricaner sur KTM. Là j'ai entendu du gros son, c'était peut-être de la Ducati qui est passée. Un peu de Rivoli. Mais clairement, en fait, c'est un bon résultat pour KTM. Et en fait, ça met la pression à Zarco pour l'année prochaine parce que du coup, il va falloir qu'il fasse mieux qu'une 3ème place. Ouais, c'est vrai. Ouais. Pour dire qu'il a sa place dans ce groupe. Alors, est-ce qu'on n'est pas dans le cas où KTM ils se font niquer? Non, est-ce qu'ils n'ont pas mis assez de points pour. Non, puis de toute façon, les courses sous la pluie comptent pas dans ce. Ah oui ouais. Ok. C'est un point Si de je me trompe pas, intéressant. je suis pas sûr. On va dire c'est normal même. Faut que ce soit sur le siècle. Ouais, parce que. Non, mais là KTM, je pense qu'il signait direct, limite il filait un pot de vin pour avoir ce genre de résultat. Ouais. Parce que dans le début, avant la bourrance, il faut quand même rappeler que la Scarla revient du bac. Donc à la faveur du red flag, il a fait regrille et il finit 3, double Ciboulo. Il a des Ciboulo compartimentés, il a oublié la première moitié de course. Déception. Ah ouais, c'était les montagnes russes, je pense, pour lui. Ouais. Et reparti 3. Là, c'est montagne russe, mais qui se finit sur un top, donc c'est bien. C'est pas déprimant. Et pareil, Rins, en finissant deuxième, qui prouve à son team que celui-ci a eu raison de le prolonger lui et pas Iannone. Oui, il a failli me donner raison. Hein, pourtant, j'adore Iannone. à la victoire. Voilà, c'est Rins qui était le plus régulier sur la saison. Il fait une super saison. Ouais. Il fait une première partie. On va dire un petit peu en dedans, il a beaucoup chuté, on va dire en fait, une fois qu'il avait signé, il a beaucoup chuté. Ouais. Mais après, on va dire de septembre jusqu'à là, il a fait des courses très très régulières, très très bonnes d'une manière générale. Donc il fait vraiment comme on l'a dit précédemment, quand il finit bien. Ouais. Et puis Suzuki a besoin de ça, je pense, pour montrer qu'ils sont là. Ils font partie des teams qui comptent. C'est-à-dire que maintenant, dans la famille, parmi les bolosses d'usine, t'as plus que Aprilia et KTM un peu moins. Ils ont fait podium. Mais Aprilia, KTM, ça pioche encore un peu. Ouais. Suzuki, ils font le maillon manquant entre les top usines et ceux qui ont plus de mal. Ouais, ils sont bien. Et l'année prochaine, en plus, avec Mir, qui a quand même fait une saison en Moto2 qui est bonne, je pense que ça va faire une team encore assez compétitive. Oui, parce que finalement, Rins commence à choper un peu d'expérience. Bah ouais. Et peut peut-être un petit peu chaperonner Mir juste sur tiens, fais ci, fais pas ça, prends pas la salade mâche roquette à la cantine parce qu'elle est pas bonne, tu vois. Les petits détails, quoi. Ou Stombrella Girl, là, c'est la chasse gardée d'Iannone, donc tu n'y vas pas. Alors que Nakagami, pour la première fois, est premier pilote indépendant sur cette course. Ah, sur cette course, je me suis dit, attends, Zarco, merde. Alors que Zarco finit premier au championnat des pilotes indépendants. Et première Yamaha, parce que Rossi est du coup, encore une fois, il montre que c'est le boss. Chez Yamaha. Un gros câlin. Un gros câlin à Guy Coulon. Gros câlin entre Coulon et Zarco.
Donc au championnat, qui c'est qui fait 3 du coup? C'est Rossi. Du coup, c'est Rossi, voilà. Donc j'ai sorti l'enveloppe qui va bien, puisque je n'ai que le nom de ceux qui ont joué Rossi 3ème. Et donc, alors, plouf. Honneur aux anciens. Tu tires le premier, Steph. Alors je ne donc regarde ça, pas. Le nom qui va être tiré, c'est celui qui va gagner. Alors, donc fouille, le premier lot. Je fouille. Et pour la bécannerie. Vraiment au hasard. Et je regarde même pas quand je rentre. Non, bah tu ouvres. Je ouvre. Ah, parce que c'est fermé en deux. Alors, ouais, c'est moi. Bah oui. Je pouvais d'autant pas voir. Bah oui. Ouais. Alors, qui a gagné les goodies de la bécannerie? Clément R. Nous serons. Voilà, donc Clément R. Donc je renverrai un petit mail. Donc c'est le premier. Yes. Et Pierre, tu vas tirer celui qui va gagner les goodies. Hein, c'est qui en pôle. Je vais mettre la main dans l'enveloppe. Et c'est pas de la merde, hein, moi je vous le dis. Allez, les petits goodies c'est qui en pôle. C'est bon, j'ai choisi. Je vais ouvrir le ticket gagnant. Et c'est Bruno B. Bébé. Ah, Bruno qui avait déjà gagné les goodies cette année. Bah du coup, mais cette fois-ci elle décapsule. Félicitations. Et il pourra pochetronner, c'est bien. Bon. Yann, alors ce dernier Grand Prix de la saison, les 3 courses. Et qu'est-ce que t'en as pensé? Week-end assez incroyable les gars, non? Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais Valence sous la flotte comme le Qatar à l'époque, c'est un peu inédit quoi. Ouais, clairement, on a eu droit à 2 courses en MotoGP. Ouais. Oui, ça c'est un petit cadeau sympa pour cette fin de saison. Et puis des drifts de la safety car. Ouais. Je pense qu'il y a le BMW. Le SP il devait faire chenillard sur le tableau de bord là. Parce que ça, il y avait des bacs d'eau en fait. Hein. Ouais, il y avait des sacrés flaques sur pas mal de parties du circuit. C'était Waterworld, là, Kevin Costner qui débarque direct. On me rappelle les bons vieux blockbusters américains. Non mais c'est un GP assez particulier. Bon déjà c'est le dernier, mais tu t'attends à avoir du sec. Et là tu te retrouves avec Espargaro avec la KTM sur le podium. C'est fou quoi. C'est fou. Vraiment c'est fou. Non c'est génial de finir comme ça. C'est bien que la pluie soit arrêtée et que ce soit pas fini sur un drapeau rouge la course quand même. On a eu peur. Hein. Heureusement que c'est parti. Bah, moi j'aurais eu surtout peur. À la limite Rossi est tombé. Bah ça, ce Grand Prix n'a pas eu lieu. Hein. Mais sinon, à 10 secondes près, il lui était premier. Et tu sais ce qui venait de passer Dovi avant de se faire repasser quoi. Ouais. Donc le Rossi fan que je suis, qui est aussi Dovi fan. Donc bon. Je vois la casquette. C'était plein de contradictions. Non mais Dovi, il m'est sympathique parce qu'il court sur Ducati et parce que c'est Dovi. En fait, donc, Dovi, je pense que ça représente un peu la saison, c'est qu'il a fait quelques erreurs alors qu'il aurait peut-être pu jouer le titre entre guillemets parce que Marquez était vraiment un ton au-dessus, mais Dovizioso depuis l'an dernier il y a quelque chose qui s'est passé, donc on verra l'an prochain. Moi je trouve que pour le bien du suspense, je trouve que Marquez fait pas assez de motocross personnellement. Après ça reste mon avis, c'est le seul moyen qu'on rééquilibre. Hein. Tu te souviens à un moment en Superbike ils ont essayé d'aplanir en mettant des différences, tu sais l'exception du 4 1000 cm3 bon. Non, mais... On verra, on n'est pas à souhaiter du mal à Marquez, mais on est à souhaiter que les autres soient plus crédibles quoi. Non mais on l'a encore vu avec son épaule là, il va se faire opérer, j'espère pour lui honnêtement j'ai rien contre Marquez qui va bien se rétablir, mais si jamais il se rétablit un peu moins vite que prévu, Dovizioso des gros points à prendre en début de saison. Ouais, c'est vrai qu'il y a plein de paramètres comme tu dis par rapport à l'épaule, par rapport à son nouveau coéquipier qui est Lorenzo. Après est-ce que Marquez psychologiquement il y a un truc qui peut se passer, lui mettre la pression, je suis pas sûr. Non. Mais Lorenzo reste quand même pour moi fait partie de ces pilotes qui peuvent jouer le titre quand même. Et avec Dovizioso maintenant, donc à voir. Et en fait, on a tous beaucoup d'espoir, même si on aime beaucoup Marquez, de ne pas avoir juste une grosse domination. C'est peut-être ça aussi. Et les essais de mardi, on va tous au taquet sur ce qui va se passer, même si ça ne va pas déterminer ce qui va se passer l'an prochain. Pas du tout. Mais ce qui est marrant avec Marquez, c'est qu'il a l'expérience d'un quadruple champion du monde et l'insouciance du gamin de 15 ans qui gagne en Moto 3. Quoi. C'est-à-dire qu'il a les deux, il a que des avantages. Il a les deux faces de la pièce. Il est inoxydable, il est d'ores et déjà, malgré son jeune âge, inoxydable, un peu à la Rossi.
Et en même temps, c'est YOLO, c'est un clébard qui vient de trouver une balle de tennis dans l'eau. Donc c'est quelque chose. C'est vraiment bien résumé parce que c'est vraiment ça. Il y a une foule de jeunesse, de pilotes qui vient d'arriver et cette expérience de champion du monde. C'est-à-dire qu'il s'est pas fait une stoner, c'est du style je m'en vais comme un prince quoi. Là, c'est vrai. Bon, je suis là et je vais continuer à mettre les couilles sur la table. Non, et puis le garçon, on sait qu'il y a des faits de course litigieux, notamment avec Dieu Rossi. Ouais. Mais on a du mal à être il dégage pas d'antipathie. Même moi, malgré ça, il a l'air sympathique. C'est un gars. C'est-à-dire que Lorenzo, Lorenzo a fait moins de saloperies. Lorenzo Vignales, tu peux te poser des questions parce qu'il tire plus souvent la gueule, etc. Et c'est de la com. Il y a un vrai problème de communication chez ces deux pilotes-là. Ah oui, ce sont des grands, mais ils nous cassent les couilles. Même si ça reste des très grands pilotes, sinon ils ne seraient pas là. Mais aujourd'hui, dans le monde actuel, on a besoin de communication, de personnalité. Et forcément, Lorenzo et Vignales. Il y a moins de capital sympathie. Mais même dans les années 80, t'avais Lendl McEnroe, Team McEnroe, quoi, tu vois. Oui, c'est pas le côté bad boy, c'est que t'as une vraie personnalité. Hier, j'en discutais. Il y avait par rapport à l'émission Eurosport il disait que c'est vrai que Lorenzo, à chaque fois qu'il a terminé une interview, il a besoin de savoir s'il était bien et ça veut tout dire. De vouloir trop plaire, tu me plais plus au bout d'un moment. Je parle au niveau de la com, je parle pas du pilote. Et donc ça passe pareil. Je pense que Lorenzo, le jour où il va lâcher ça, et je suis pas sûr que ça arrive. Voilà, ce serait bien. Ça arrivera pas. J'ai peur, mais je pense qu'il faut lâcher ce côté vouloir plaire à tout prix. Oui. Et je pense que c'est là où aussi Marquez est différent, c'est-à-dire que lui, c'est clairement qu'il y a des gens qui l'aiment pas, qu'il y a des gens qui le sifflent, mais ça l'empêche pas de gagner. Il est balèque YOLO. Et ça le bride. Ouais, mais ça le bride pas dans sa manière de conduire et dans sa manière d'être. T'as l'impression qu'il va faire comme Rossi, de rouler jusqu'à 40 ans. Parce que tu sens qu'il aime être là, alors qu'à Lorenzo, tu sens qu'il va s'abîmer à force. À force de vouloir être. C'est dommage. À vouloir être cool. Mais tu sens qu'il va s'abîmer un peu plus rapidement. Alors maintenant, on n'est pas astrologue, mais je vais avoir. C'est un peu ce qu'on disait dans le dernier podcast, c'est que Lorenzo, il est en recherche d'amour et de fans, et à chaque fois il va dans un team où son coéquipier est plus populaire que lui au sein de l'écurie. C'est vrai. Que ce soit Rossi, Dovi, et maintenant ça va être marqué chez Honda. Ça va être pareil, alors que c'est un très très grand pilote, malheureusement il arrive moins à fédérer des fans autour de lui. C'est vrai. Il a son fan club, mais de manière globale, c'est un peu c'est particulier. C'est comme ça, c'est comme ça. Après aujourd'hui, le MotoGP il y a la communication est partie intégrante du MotoGP. C'est pour ça qu'un stoner, t'en parlais tout à l'heure, est parti parce que lui, c'était pas son truc et il le revendiquait. Il disait voilà, moi j'ai signé des autographes, des selfies, faire de la com, c'est pas mon truc, je suis parti. Maintenant, tous les pilotes qui arrivent sont vraiment formés à ça. Et Lorenzo, par contre, clairement, ça rejoint ce côté. Je veux tout faire pour la communication par rapport au produit, comment il le vend, tout ça, et c'est dommage. Ça ne donne pas une bonne image. Et d'ailleurs, ça n'a rien à voir, mais ça a à voir en fait le fait qu'on parle des vieux entre guillemets, mais les rookies de l'année prochaine, c'est assez savoureux quand même. Si tu vois le plateau de rookies, ils vont être testés à l'aune du MotoGP. Là, le MotoGP, c'est un révélateur. C'est plus prometteur. Et désolé de dire ça que cette année. Par rapport aux pilotes qui sont arrivés cette année, il y a quelque chose il y a vraiment du gros potentiel. C'est une année de transition aujourd'hui en termes de rookie, alors que l'année prochaine on a du Bagnaia, Oliveira, Mir. Et même un Quartararo qui est à la limite du hold-up, et je dis ça en toute sympathie parce qu'on sait qu'il a gagné un GP et avec quelle manière. On voit qu'il est. De toute façon, ils sont tous bons. C'est comme en tennis, dans le top 20, ils sont tous bons. Mais à un moment, tu vas le plonger dans ce putain de bain du MotoGP où il n'y a pas que le sportif, mais il y a aussi quand même le sportif et des machines monstrueuses. Parce qu'à chaque fois qu'on parle de moto, on dit c'est monstrueux. Mais là t'es largement au-delà du cheval par kilo. Bon, fouillaï quoi. Ouais, puis il a 19 ans, donc il a le temps paradoxalement d'avancer quoi. Alors il a le temps, sauf que dans ce monde merveilleux, un peu comme quand tu remplaces un entraîneur au bout de 4 matchs, t'as l'impression que les contrats ils signent là t'es en train de signer 2040. C'est vrai. Rossi il a déjà signé pour 2040 c'est en fait on le sait pas. En fait ce qu'il faut savoir c'est qu'avec son pognon il va racheter la Dorna. Il va racheter la Dorna et tout le championnat se passera au ranch. Donc on fera une finale à Misano. Il n'y a 15 titres, c'est réglé l'histoire. Donc voilà. Et ça se finit au fléchet dans sa pizzeria à Tavolia. Et je pense qu'il y en a qui signeraient. En termes de communication, on se rappelle Zarco, sa première année, en termes de communication sur les réseaux sociaux, était catastrophique. Et cette année, il s'est beaucoup amélioré. Déjà parce qu'il avait un CM et que le CM il était aussi mauvais que moi. Voilà. Là maintenant, il a repris la main, il parle moins, mais ça fait plus.
Alors ça se trouve c'est pas encore lui, mais ça fait plus. Ouais, je sais pas si c'est encore lui, mais en tout cas il y a un côté proche. Oui, voilà. Et c'est ce qu'on veut tous. Nous on est fans et on veut un côté proche. On veut déjà un Scott Redding avec des cheveux bleus. Non, mais c'est vrai. C'est exceptionnel. Quand t'as un Twitter où ça parle à la troisième personne, c'est raté parce que Twitter aujourd'hui c'est un peu l'outil qui est pour être proche des gens. Et si tu parles du coureur à la troisième personne, on sait que c'était l'agent de machin truc ou le CM et c'est cramé. Mais Twitter est un outil où, à la différence de Facebook ou Instagram, tu as une discussion directe presque. Et ça passe par là. Et c'est un outil d'ailleurs qui vraiment prend beaucoup de valeur, même en vidéo et plein de choses. On l'observe. Et si tu crames que c'est pas la personne derrière, c'est mort. Ouais. Là où t'as pas de doute sur le fait que c'est Trump derrière son compte Twitter, parce que c'est nimp. En parlant de Trump et Twitter, on va dire des grosses conneries, mais Lorenzo, depuis qu'il est blessé, il a redécouvert son compte Twitter. T'as réagi là-dessus, finalement, justement. Alors, même si, parce que j'ai vu tes commentaires, Steph. Non, mais même si des fois tu sens que bon, il en va du steak, au moins c'est naturel. Mais c'est tellement croustillant. Alors moi-même, je bats ma coulpe. Si on efface l'épisode d'Ovi, parce qu'il l'a comme il dirait, on l'a gros. C'était un peu trop à chaud à mon avis. C'est comment dans Kaamelott on en a gros. Oui, c'est ça, on en a C'était vraiment à chaud. Il en avait gros, mais sinon, ça me déplaît, ça me plaît même plus de savoir que c'est ce gars-là qui est en train de soigner son poignet et qui te parle. Même, et à la limite, en plus, il a essayé de gagner de la street cred en félicitant Rossi. À mon avis, il a voulu un peu gratter. Tu sens qu'il y a un peu de com derrière. Ça s'est vu là. Là, on l'a vu, mais c'est mieux que de faire de la pub pour des motoculteurs. Non, c'est sûr. Sur Twitter. Non mais à la limite, tu l'as vu quand il arrive sur sa multistrada là, le clip YouTube où il arrive sur sa multistrada et après il met de l'essence dans son tailleur. C'est incroyable, c'est un sketch presque. C'est l'exemple de la com ratée. Ouais, c'est ça. Parce qu'on est sur 1980. Non mais t'as Platini et encore, on aime bien le côté vintage, mais là ça ne marche pas. Platini et Banga, why not? Ouais, c'est ça. Fruité, effectivement. Marius Trésor. Non, là on est en 2018. C'est compliqué, hein. Ton avis sur la saison de Rossi et de Yamaha? C'est forcément décevant ce qui s'est passé. Heureusement que ça se finit comme ça. Je m'excuse de te couper, mais si ça s'était fini justement il y a quelques grands prix, Yamaha n'a pas existé quoi. Non, parce que moi dans ma tête ça se terminait comme ça, vraiment en mode kata. Parce que c'était une kata, faut dire les mots. Yamaha, t'as une grosse remise en question. Maintenant, il y a eu un petit regain par rapport à 2-3 réglages. T'as l'impression que ça vient de C'était 3 limites par rapport. Ou au mec du Superbike avec son ECU trafiqué. Voilà, le là. Superbike aussi. Donc ça fait quand même peur. Eux, ils sont pas capables de trouver les bons réglages. Voilà, à un moment, je suis honnête, j'adore l'Injaris, mais je l'ai un peu remis en question ces derniers temps de qui est le patron, vraiment presque. C'est les pilotes qui ont été les patrons et ça a mis la grouille. Après, le patron, clairement, et c'est peut-être c'est pas peut-être si bien que ça, c'est que c'est Rossi, d'une certaine manière. Vignales, dans ses déclarations, on a un peu compris quand il a gagné l'Australie. Par contre, s'engager un peu trop dans du style, bon, alors, ça y est, tout va bien. Moi qui suis un Rossi fan, à la fois j'aime pas, mais je trouve que Vignales, si j'étais à sa place, je ferais pareil. Tu peux pas en MotoGP être récessif. Non. Sinon, tu te fais bolosser comme un Pedrosa. Mais ça rejoint, j'ai repensé à Vignales quand il devait choisir entre Suzuki et Yamaha il y a encore, c'est 2 ans si je ne me trompe pas. Même Rossi lui avait dit, soit c'est le choix du cœur, soit c'est Yamaha, et tout le monde avait dit, tu vas avec Rossi, quoi, et ça va être compliqué quoi qu'il arrive. Donc, est-ce qu'il va arriver à combattre ça? Je ne sais pas. Moi, je suis honnête, je suis pas objectif, mais je suis vraiment fan de Rossi. Il y a eu beaucoup sur un Grand Prix de dire qu'il était fini. Après, c'était quoi, si je me trompe pas, le Japon? Ouais, c'est ça. Oui, quand il était dans les fraises, avant Sepang. Après, moi, ce qu'il a fait à Sepang avant qu'il tombe, limite, il faisait du Lorenzo à faire du temps. On peut pas dire ce qui va se passer. C'est peut-être pas objectif de ma part. Rossi, encore avec le ranch, avec les jeunes, il a envie. Après, il y a physiquement, il faut le prendre en compte. Ce n'est pas Marquez. Surtout que les saisons elles sont de plus en plus longues. Même si on n'a pas couru à Silverstone, il y avait 19 courses. Il y a des jeunes qui arrivent. Et tout ça, maintenant, ça rejoint une chose, c'est qu'on veut des surprises l'an prochain. Et moi, personnellement, oui, j'espère forcément que Rossi et Yamaha fassent du bon boulot. Mais ça fait peur parce que tout le monde t'explique que le moteur il devient obsolète. Ouais, la conception un nouveau moteur qui a un développement, ça fait un petit peu peur. Voilà.
Oui. Bon, Honda fonctionne aussi sur un 4 cylindres en ligne. Ils y arrivent à peu près. Mais ça fait plus longtemps qu'ils sont dessus. Non, Marquez, Honda Marquez. Parce que quand tu regardes les résultats de Pedrosa, tu te dis Mais ce serait intéressant de voir ce que fait Lorenzo de la moto. Je vais parler crûment de la moto de Marquez. Oui, parce que c'est ça. Bah, faut lui laisser encore à la limite un an d'adaptation. Non, mais si Lorenzo fait des trucs, ça veut quand même dire qu'il y a Honda, en tant que Honda, est très bon. Bah, en fait, vu ce qu'a fait Crutchlow, même avec l'irrégularité de Crutchlow qu'on lui connaît, il prouve que la moto elle est au niveau de jouer le top 5, même avec une team satellite. Donc je pense que de toute façon la moto de facto elle est bonne. Mais c'est vrai qu'il est loin le temps où c'était Yamaha, Honda et les autres. Ah bah ouais. Et ce qui est bizarre, c'est que si tu écoutes un peu tous les spécialistes, pour eux la meilleure moto depuis un moment c'est la Ducati en fait. Et tu te retrouves avec un package où j'ai rien contre Petrucci, mais tu as l'impression de te retrouver entre guillemets avec un second couteau. C'est un peu le discours. Maintenant, j'attends qu'une chose, c'est qu'ils nous surprennent. J'ai l'impression, en toute honnêteté, que Ducati préfère des pilotes un peu moins quinquants, mais bosseurs et qui bossent pour une marque, que des top pilotes comme ils ont fait avec Lorenzo. Je suis d'accord. C'est vrai que c'est une politique assez particulière qui est très intéressante et qui est peut-être sur le moyen terme. Et il faut aussi savoir que Alma Pramac, c'est un très bon team satellite. Mais quand Bautista est venu tester la GP Factory dans l'usine, il a dit ça n'a rien à voir avec un team satellite. Avant, j'avais 2 gars dans le box. Là, chez Ducati, j'en avais 10 qui bossaient rien sur ma moto. C'est vrai que ça traduit et il a fait un résultat tout de suite, Bautista. Donc c'est pour te dire que même Petrucci, qui est lourd, donc c'est un des avantages, potentiellement, il peut faire des bonnes choses, des podiums peut-être l'année prochaine. Ouais, c'est vrai. Et clairement, Dovizioso, cette année était un petit peu particulière parce qu'il a fait des erreurs, mais comme je disais tout à l'heure, il a eu mentalement, on sait qu'il a eu un coach mental qui fait qu'il n'écoute plus les petites phrases en conférence de presse qui peuvent lui tomber la tête. Et Dovizioso, clairement, il y a moyen qu'il y ait encore quelque chose l'an prochain. De toute façon, si Ducati lui fait confiance, c'est pas par hasard. Et ça peut peut-être être l'année où Dovi est numéro 1 incontestable parce que là, sur 2 ans, à cause de Lorenzo et de son nom, de son palmarès et de son salaire un petit peu. Et on sait que, mine de rien, on revient de loin parce que ça a failli clasher avec les discussions qui ont duré 3 mois là, sur le pognon. Oui, t'as raison. Donc, ça s'est signé au Grand Prix de France en fait. Et pour le MotoGP, le Grand Prix de France, c'est tard. Parce que tout le monde signe au Qatar. Tu sens qu'il y a un basculement à ce moment-là. Mais il a eu raison, je pense, parce que je pense qu'il est conscient de la valeur qu'il a en tant que pilote et en tant que apport à Ducati. Alors, ok, il n'a pas tout fait, les ingés, les mécanos sont géniaux, mais bon. Ce qui est marrant, c'est que Dovizioso disait honnêtement, il y a 4 ans, je suis pas un prétendant au titre. C'est plus pareil, c'est un prétendant au titre maintenant. Ça fait 2 fois qu'il est vice-champion du monde. Tu vois. C'est-à-dire que le mec l'an dernier, la saison de l'an dernier, tu fais waouh, c'est incroyable ce qu'il a fait. Mentalement, il a réussi à battre Marquez pour des courses. Il a fait des choses, il est resté droit. Pour jouer le titre à Valence face à Marquez. Voilà. On pourra mettre ça déjà dans son palmarès, à jouer le titre à Valence versus Marquez. Un Marquez qui se rattrape sur 50 mètres de glisse. Ok, Dovi aurait peut-être pas gagné. Là, on est en train de parler d'un scénario où Dovi devait gagner. Mais ça prouve ta valeur, parce que de toute façon, sur une saison, c'est déjà pas facile. Mais là, il confirme avec une saison où il est encore vice-champion. Ça veut dire qu'il est quand même régulièrement devant les Yamaha. Et il est régulièrement devant un coéquipier qui aussi était très très bon, parce que Lorenzo a énormément progressé cette année. Bon, après, il a eu des pépins en fin de saison. Mais ça remet d'ailleurs encore, et ça me fait mal de dire du bien de Marquez, mais finalement, il ne m'est pas si antipathique maintenant que 2015 est oublié ou presque. Il y avait l'Argentine cette année. Oui, mais en Argentine, ce que je veux dire, c'est qu'il a percuté tout le monde, y compris aussi. Donc, c'était en mode bowling. Mais ça fait partie du personnage. On l'aurait pas arrêté, il aurait gagné. Non, mais il serait encore en train de tourner. Il aurait chopé des barils d'essence. Parce qu'on connaît la vague Rossi, fan de Rossi, dont je fais partie. Mais à la différence de Lorenzo, tu sens que Marquez, secrètement, j'avais fait un petit sondage comme ça, tu sens que secrètement tout le monde adore Marquez. Alors parce en fait, si t'aimes le MotoGP, je sais pas comment tu peux pas aimer Marquez. Et oui, c'est vrai en plus. Ouh là là, mais vous me remettez du fioul. Non, ce que je veux dire, c'est que Marquez, il y a 2 ans et cette année, il a eu des coups de mou, c'est-à-dire qu'il y a 2 ans, c'était Vignales on fire, Marquez, il met des points. Bon, des fois, il fait 4-5 et il essaye pas de rouler au-dessus de ses pompes.
Mais parfois, par contre, à certains Grands Prix, il va y aller, mais débranchage de cerveau. C'est-à-dire qu'il y a l'aspect... c'est ce que tu disais tout à l'heure, ce côté spectateur, jeune du Moto 3 et ce côté champion du monde. Jeune de 15 ans et à la fois goupil à la Rossi. Mais c'est ce que j'ai aimé à Phillip Island, c'est que même si Rossi prend la tête, et Marquez n'a rien à jouer du tout. Il va le chercher, il met la pression au cul à Rossi, et bon, malheureusement Rossi est tombé, mais... C'est pas grave. Oui, pardon. C'est pas non, c'est ça, on voit, en fait, on dit ok, Rossi tombe, mais Rossi tombe pourquoi? Parce que Marquez, il revient. Derrière, ça pousse au cul, hein. Ouais. Non, c'est vrai que même si c'est un GP qui se regardait au chrono, quand t'as un peu l'habitude, au chrono, c'est presque aussi spectaculaire qu'à la baston. Ouais. Dans ces configs-là, et à cause de l'historique des deux, là, t'as quand même deux maboules qui forcent le respect. Et je te dis, c'est un Federer Nadal à distance. Ouais, c'est vrai. Bon, un petit mot sur Zarco peut-être? On est chauvin ici. Hein. Bah là, sur le Grand Prix de Valence, j'avoue qu'il y a une déception. Je pense qu'il y avait des calculs par rapport au classement du meilleur pilote indépendant. Ouais, mais j'avais dans ma tête, cette année, il gagnait une course avec la M1 chez Tech 3 en plus. Bon, c'est pas arrivé, on sait tout ce qui s'est passé entre son manager, la moto, la M1 qui était moins bien. Voilà, maintenant j'ai beaucoup d'espoir sur la KTM, hein. Ils mettent beaucoup de moyens. Mais j'ai l'impression que mentalement ça tient à pas grand chose à des moments et c'est dommage, je trouve qu'il a un talent énorme et que quand il est à fond à 130%, c'est fantastique ce qu'on voit en course. Mais il y a quand même il y a un petit goût amer sur la saison. Mais il y a eu quand même une composante commune à ces deux saisons, c'est qu'il a fait bien, bof, bien. C'est-à-dire que tu as l'impression que la tournée Outre-mer, ça lui fait du bien, parce qu'il ça relance refait la cerise. Mais il y a eu une interview qui a été faite pour Sans Concession il y a 2 jours, et en fait, tu sens que quand il n'a pas de temps mort et qu'il a juste à se concentrer exclusivement, donc les Grands Prix Outre-mer, en fait, il a la paix, entre guillemets. Ouais, il a la paix, il a juste à gérer son team, sa course, sa moto, et tu sens que ça fonctionne à ce moment-là. Donc, il est intelligent, il l'a dit, et il a peut-être à réfléchir là-dessus. Mais là, il était moins bien après le Mans. Hein. Et c'est là où il a eu le gros creux. Bon, après, forcément, il y a eu la chute, mais faut pas résumer ça à ça. Je pense que lui-même. Mais le fait d'avoir pas de sollicitations, si j'imagine, ça peut aider. Enfin, il en a des sollicitations comme tous les mecs du paddock, mais le fait. Et mine de rien, les courses qui s'enchaînent. T'as même pas le temps de penser. Le seul truc que tu dois penser, c'est est-ce que j'ai mis mes chaussettes dans mon sac de voyage. Ouais, c'est tout. J'ai bien mes valises, c'est bon. On remet les bottes. Allez, hop. Est-ce qu'elle roule bien dans Oui. Est-ce que tu changes les roulements? Est-ce que tu demandes à changer la démultiplication de ta. Mais c'est ce qui est bien chez KTM. Ils l'ont recruté. Ils l'ont bien recruté, je trouve. Mais ils ont pas dit c'est notre numéro 1. Donc ils lui mettent pas tellement la pression que ça. Parce que t'as Paul Espargaro qui reste là et qui connaît bien la moto. Lui, il arrive. Pour moi, Zarco est plus talentueux que Paul Espargaro. Sur le papier, après c'est que mon avis, mais ils lui mettent pas la pression plus que ça. C'est pas comme un Lorenzo qui arrive chez Ducati, t'es champion du monde, tu vas ramener un titre. Alors peut-être que je me fais des films, mais j'imagine que la synergie avec Tech 3 sera peut-être meilleure que entre une usine et une factory, on va dire une fausse satellite, quoi. Parce que forcément qu'ils vont se parler. Enfin, il y a la nationalité, il y a l'historique. Et surtout quand tu as un team, le meilleur team satellite qui existe depuis 10 ans, c'est Tech 3, qui vient en soutien d'une marque comme KTM, avec des Guy Coulon, des Poncharal. Je pense qu'ils ont de l'expérience à apporter à KTM. Après, la seule chose, c'est que Zarco, tu le vois, quand il a gagné en Moto 2, c'est quand il a retrouvé le team qu'il connaissait. Ouais. Et il a besoin d'avoir un entourage. Donc voilà, c'est juste ma petite peur par rapport à Tech 3. Il a Guy Coulon avec qui il s'entend vraiment bien, ils ont trouvé des solutions par rapport au dernier Grand Prix. Oui. J'espère juste qu'il va trouver la bonne personne avec lui, le bon entourage chez KTM. On sait pas, on verra aussi comment Pedrosa. Est-ce que Pedrosa quand il arrive KTM, ils auront les mêmes motos en fait. Parce que je me suis permis de demander au Grand Prix de France au Team Tech 3, ils auront
la même moto que KTM, parce que KTM veut quoi? Il veut juste une KTM devant, donc il s'en fout de savoir si ça va être une Tech 3 ou une KTM officielle. Ah oui, c'est pas comme les Ducat où tu es en train de compter si c'est une 15, 16, 17, 18. Non. Là, ce sera la même. Donc c'est intéressant. Ils mettent 4, c'est comme s'ils avaient 2 équipes en fait. Bah oui, exactement. c'est ça. Sachant que le Tech 3 c'est pas des manchons, Coulon. Non. C'est ça. Plus tout là, et ils sont plus paradoxalement ils sont plus légitimes dans le paddock que KTM. Oui, en termes t'as raison. d'années de paddock. T'as raison. Et c'est eux qui seront les bonnes chambres dans les hôtels. c'est eux qui sauront prendre les bons aéroports. Et un petit mot sur la Moto E qui commence l'année prochaine avec le line-up qui est tombé. Qu'est-ce que C'est tu le en premier penses? à chambrer. Ouais. En tant que bon motard, entre guillemets, pur et dur, l'électrique, ça te fait toujours un peu peur. Mais tu peux demander à Lolo, il a fait avec Amaury. Il avait fait. Et je suis surpris de ne pas avoir vu Lolo s'aligner en Moto E. Il y a Laurent peut-être Cochet, qu'attends, il reste des places. Non, Ouais, maintenant, j'avais eu un peu peur aussi du plateau quand je vois Giberno. Et malgré tout le respect, je me suis dit, on va se tourner avec on va avoir la Star 80, 90. C'est le déambulateur, quoi. Et je suis honnête, il y a quelqu'un que j'aime beaucoup qui est Kenny Forêt. Ouais. Et je me dis d'avoir des noms comme ça peut tirer forcément vers le haut la catégorie, et même lui comme pilote, parce que c'est un super pilote. Il va y avoir de la bagarre avec 2 puniers, Bradley Smith quand même, faut pas l'oublier. Et j'attends d'avoir les prochains noms. Qui roule très vite aussi, d'endurance qui vient. Ce qui m'étonne, c'est surtout ça, c'est qu'il y a des teams qui viennent vraiment pour faire de la compète et t'en as d'autres qui viennent pour faire de la com, quoi. Ouais. C'est un peu ce côté-là. C'est vrai que c'est dommage. Mais bon, c'est pas grave, ceux qui viennent pour faire de la com, ils seront derrière. En tant que spectateur je connais pas bien le monde de la moto, je peux pas me targuer de ça, mais je connais les noms, ça me dit des choses. Moi, ça va me forcer à regarder. Tu vois, et par ailleurs, supporter Siméon, je pense. Ah, c'est vrai, est-ce qu'il repartira Fanny? Il n'y a que Lutti qui est reparti Fanny cette année. Mais ce qui est intéressant, tu dis par rapport au côté soit compète, soit com, ça va durer qu'un an la com. Parce que quand tu vas voir ceux qui sont devant, l'année d'après, ça va commencer à dire ok, les gars, on va y aller comme ça. Et très rapidement, je pense que ça va passer de 5 dates à 8, toutes les dates européennes même. Puis c'est un privilège, on va quand même avoir des courses en plus. Je suis désolé, mais c'est de la bagarre en plus. Alors, et c'est quand même tous les noms qu'on a cités, c'est des cadors. Chacun dans leur domaine. Ouais, c'est ça. Tu peux pas dire lui c'est un tocard, même si on rigole de Siméon, il a réussi à emmener une moto GP. Voilà, Lorenzo Salvadori du Superbike qui vient. Il y a du top de l'endurance qui vient aussi. Il y a un vrai lien d'ailleurs qui se fait avec ça. Donc il y a des choses à voir. Il y avait un discours sur le fait qu'il privilégiait les gens de l'endurance parce que les gens de l'endurance ont l'habitude de gérer plein de paramètres. Et là, l'autonomie n'est pas la dernière des problématiques. Non, ça va être super intéressant, je trouve. Et je pense qu'en plus, mine de rien, le dev, va y avoir du dev de façon beaucoup plus spectaculaire que dans les autres catégories. Et je serais pas surpris qu'à horizon quelques années, moi j'espère qu'ils le maintiendront, s'ils le maintiennent, tu pourras avoir des courses quasiment sur 20 tours. Parce qu'ils trouveront peut-être des batteries un peu moins merdiques, des moteurs. Je sais pas. Peut-être sur le poids des motos parce que ça parle de 250 kg. Ouais, à cause des batteries. C'est la batterie qui sont lourdes. Des mappings 8, 9, 10. Des mappings. Oula, tout le bijou. Parce qu'on rappelle, je sais pas quiconque a utilisé un moteur électrique, le couple d'un moteur électrique est quasiment infini au démarrage. Les moteurs électriques n'ont pas l'inertie, c'est un peu comme du 2 temps. T'as pas l'inertie d'une mécanique à explosion. Il y a plein d'autres défauts, notamment l'autonomie, mais au niveau couple, vas-y quoi. Il faut l'électronique pour le gérer parce que sinon tu pars en wheelie. C'est la crête. On va voir. non mais c'est intéressant. Ouais. Donc voilà. Sur ce, merci Yann de nous avoir accueillis. Merci les gars, parce que on a beau toujours dire que le MotoGP est une niche. En tout cas, je vois tous les gens qui vous suivent, les interactions. Donc je voulais juste un petit mot pour vous dire bravo les garçons. Bravo à toi aussi. Merci à toi. Et surtout merci à Yann. Voilà. Donc la saison maintenant est terminée. Ouais. Là on voit à l'image le pilote KTM Espargaro qui limite n'y croit pas et donc va aller jouer au loto ce soir. Le sourire Colgate et tout, il est content. Là, en tant que, je l'ai déjà dit précédemment, mais en tant que chauvin Zarco sur KTM, c'était peut-être pas la mauvaise idée du siècle.
Non, mais honnêtement, on verra. C'est un peu tôt pour le dire. C'est pas non plus Ducati. Mais... Ouais, juger une marque ou le comportement d'une moto sur une course comme ça, c'est un peu prématuré, sachant qu'il manquait beaucoup de pilotes. Oui, mais il le mérite parce que honnêtement, sur sa il saison, le mérite. Je dis pas qu'il mérite pas. Avec sa blessure, il revient de loin. Sur les 2 parties de la course, il était performant. Avant de chuter sur la première partie, mais non. Après, c'est sûr qu'on peut pas dire que sur le long terme, la moto elle est performante. Non, bien sûr que non. Voilà. Est-ce que Rins a plus de talent que Viñales du coup? Talent, je sais pas, mais consistance, si on peut dire, ça n'existe pas en français, mais régularité, si régularité. Capital sympathie aussi, je pense. Ouais, c'est pareil, c'est un pilote qui est quand même assez jeune. C'est sa 3e, il va attaquer sa 3e saison. Sachant que pour moi, c'est un pilote qui va compter, qui va compter. Là, il est dans une équipe usine. Quand il n'est pas blessé, il a des résultats qui sont très très bons. Ouais. La moto est assez homogène. Donc pour moi, voilà, il est bien. C'est bien quoi. On devrait le revoir, je pense. Ouais, clairement. Ces prochaines années. Hein. Clairement. Après, voilà, maintenant il va avoir clairement le statut de leader chez Suzuki puisque Yannone s'en va. Donc le problème de choix de moteur qu'on avait reproché à Yannone l'année dernière, on va peut-être lui reprocher l'année prochaine, on verra. Mais ça va être à lui maintenant de prendre les rênes du développement. Avec un très très bon pilote qui vient du Moto2, Johan Mir. Mais bon, avec ce qu'il a fait par le passé dans sa carrière, je pense qu'il est bien. Oui. Après, tout ce qu'on peut lui souhaiter, c'est d'avoir un petit peu la même progression de carrière qu'un Dovizioso, qui est venu quand même en MotoGP de manière un petit peu timide, donc par des teams satellites, discrètes, mais qui a la trentaine passée, explose complètement, parce qu'il faut quand même pas oublier qu'il fait 2e au championnat l'an dernier, il fait à nouveau 2e au championnat cette année, avec des résultats qui sont quand même très très bons, un petit passage à vide en début de saison qui le pénalise pour le titre. Mais il faut quand même pas oublier que Dovi, quand il arrive chez Ducati, quand Rossi part, la moto, elle en est clairement pas là où il l'a emmené. Oui, puis il faut se souvenir que post-Stoner, il y a eu un baby blues exactement. Chez Ducati. Moi, le voir faire ce qu'il a fait durant ces deux saisons précédentes, je trouve que c'est une belle leçon pour tous les pilotes qui sont un petit peu discrets, qui sont un petit peu en retrait par rapport aux grands noms. Et qui, de toute façon, quand ils sont là, ils sortent. Et c'est ce que montre Dovi. Bon, il sera peut-être jamais titré, on ne sait pas. Oh là là, on verra dans le futur. Non, mais 2 fois ça, deuxième. C'est pour pas porter la poisse. Non, mais voilà. Et on se souvient qu'il a finalement il n'éclot au sens grand public que l'année dernière avec son back-to-back. Oui. C'est ça. C'est la fameuse stat du style. Il a mis X années entre 2 victoires et là il en gagne 3. C'était au Mugello notamment, c'était n'importe quoi en termes d'émotion. Et en gros, c'est l'explosion de Dovi sur 2 saisons, parce que c'est aussi. Je dirais pas que c'est facile d'exploser, mais d'avoir une bonne passe, c'est facile. Enfin, ça peut arriver, mais là, compte tenu du plateau, mais confirmer 2 années de suite. Surtout quand tu tombes dans une ère où tu as Marquez quand même qui est là et qui te bouffe une grosse partie du palmarès, être là 2 années de suite. C'est génial pour lui et c'est génial pour Ducati. Et surtout que quand il bat Marquez en course, c'est aussi souvent sur des mind games. C'est ça. On voit sur cette fin de saison, Marquez avait compris un peu le truc, mais il avait quand même réussi à le manger à la tactique de course. Et ça, c'était vachement intéressant. Mais en plus, ce qui n'est pas la moindre des performances, c'est qu'il a réussi à saper le moral de Lorenzo. Et ça, c'est pas mal. Après, là, tu fais le débrief de fin de saison. Clairement, moi, je me fous juste de la gueule de Lorenzo. Je pense que le résultat de Lorenzo chez Ducati, on en discutera plus en profondeur et peut-être de manière plus partielle ou impartiale. On verra. On verra. Voilà, parce qu'il a quand même fait des bonnes choses, faut pas tout lui enlever. Ah, clairement. Non, c'est clair. Il n'était pas au niveau de là où on l'attendait. Mais en tout cas, pour en revenir à Dovi, oui, clairement, en 2016, je crois qu'il fait un seul podium. Ouais, et 2017, vice-champion avec 3 victoires, c'est sûr, 4 peut-être. Et cette saison encore, donc on voit qu'il la régularité, il est là, et c'est pas par hasard. Ouais, c'est clair. Il a accompagné la montée en puissance de la marque. Carrément, voilà.
Donc félicitations à lui et félicitations pour moi à Pierrot parce que c'est pareil, il est pilote essayeur chez Ducati depuis tout ce temps. Donc c'est pareil, les deux on va dire c'est ceux qui ont fait le progresser pour moi le plus la moto sur la régularité et le long terme. Ouais. Après forcément Lorenzo est venu et a apporté ses petites choses, Stoner est venu et a apporté ses petites choses, mais voilà c'est plus ponctuel. Pierrot ce serait un peu l'équivalent d'un Pedrosa en termes de tenir la boutique, mais plus dans l'ombre encore que Pedrosa. C'est clair, ouais. Parce que c'est un peu le dénominateur commun de Ducati depuis qu'ils sont revenus forts. Après Pierrot, voilà, c'est j'aide à développer la MotoGP et puis vous mettez les moyens nécessaires pour que je gagne l'Italian Superbike tous les ans. Et voilà, parce que clairement, après il gagne tous les ans l'Italian Superbike, c'est aussi parce que cette team elle a des moyens que les autres teams n'ont pas forcément dans ce championnat, quoi. Non, mais c'est aussi ça tout l'intérêt d'avoir des moyens dans un championnat entre guillemets un petit peu annexe. Oui. C'est que tu as un pilote quand même de classe mondiale parce que tu peux clairement le mettre en pas. Superbike. Ouais, bien sûr. Et le mec il est hyper polyvalent, il est très très bon. Et après tu développes ta moto, voilà, tu la développes dans ces championnats-là, quoi. Si tu veux être fort en World Superbike, faut être fort dans un Superbike national et c'est tout l'intérêt de la chose. Est-ce qu'on conclut, les amis ? Oui. Affirmatif. Alors pour conclure cette saison, cette longue saison, bon, il y a quand même un grand prix de plus que la passade. Ouais, un grand prix de plus. Quoi qu'il y en a eu autant puisque l'Angleterre s'est pas couru. Oui, certes. Oui, bon, c'est quand même farci les essais. Hein. C'est vrai. Mais bon, donc il y a quand même une petite liste de merci à faire. Donc avant toute chose, enfin le Revolux qui nous a accueillis pour cette dernière course, donc avec MotoGP Addict. Évidemment, on va remercier aussi la bécannerie et notamment Marine qui nous a accompagnés aussi pour toute la fin de saison en termes de goodies et pour pouvoir offrir un beau lot pour cette fin de saison. Qui d'autre remercier ? Évidemment toute la team Audioactif avec un grand merci à Mikado Twix qui nous a fait le flyer pour le jeu de fin d'année. Spades qui nous a aussi soutenu toute l'année pour le site internet et mine de rien c'est très important pour nous d'avoir cette vitrine. Merci. On va faire aussi un gros bisou aux copains qui ont battu leur record du monde de vitesse. C'était pour le premier hors série. Donc eux, ils ont terminé leur année avec le diplôme d'ingénieur et donc 4 records du monde plus un record anglais. Donc déjà ils sont sur le marché du travail avec un CV de bâtard. Voilà. Je pense qu'on peut dire. Un gros bisou à vous. À leurs sponsors et à leurs pilotes. C'était Cathy Calmont qui était au guidon. Ouais. Félicitations. Ouais. Moi je tenais à vous remercier tous les deux pour m'avoir accueilli dans votre petit groupe de fous. Eh ben, merci Pierre pour être la caution Ducati. Voilà. Non mais ça va, je me sens pas trop dépaysé. Franchement je pense que je me sentirais plus mal si je supportais Lorenzo. Mais pour l'instant non. Là effectivement on aura des problèmes. Bon d'ailleurs tant qu'on parle d'équipe, donc l'année prochaine, si vous souhaitez nous rejoindre, n'hésitez pas à nous contacter. Il y a déjà quelques personnes qui nous ont contactés pour certaines choses. Donc si vous souhaitez nous rejoindre soit pour le micro, soit pour les réseaux sociaux ou pour la base de données. Ça va sans le dire mais ça va mieux en le disant, pas besoin d'être francilien. Parce qu'il se trouve que nous on est francilien mais c'est pas de notre faute. Internet existe et on peut communiquer en direct un peu partout à travers le monde. Donc, tout à fait. Et évidemment, on va pas partir sans vous remercier, nous écouter, nous faire les retours après quasiment chaque course pour dire ce qui a été un petit peu moins bon. Quand le son est pas génial ou quand au contraire l'émission est sympa, c'est toujours bien d'avoir vos retours. Et sans ces retours-là, je pense qu'on aura arrêté depuis longtemps, on va dire. Mais ça va faire un peu impulsif, mais c'est vrai que d'après les statistiques qu'on a, si vous êtes toujours de plus en plus nombreux à nous écouter, ou en tout cas de plus en plus réguliers. Ouais. Donc merci à vous et merci à nos auditeurs les plus, comme tu dis, ceux qui font le plus de retours. Les plus assidus. Puis pour un podcast de niche, en fait, on peut s'estimer heureux, en fait. Parce qu'on est sur de la niche. En France, le MotoGP est certes populaire, mais c'est pas le foot, quoi. Non, c'est pas le foot.
Non, mais moi je vous ai jamais dit, mais pour moi tout ça c'est juste un prétexte pour regarder tous les GP quand Ah le oui. week-end. Hein. Oui, je peux dire à ma copine. C'est ce non, que mais je j'allais regarde dire. les GP, j'ai un podcast à faire. Oui, c'est en fait tout ceci est factice. En fait, on n'est pas du tout diffusé. C'est le Truman Show. Hein. Tu sais pas, mais depuis le début, on diffuse pas. C'est bizarre. Bah, pourtant j'envoie des liens à mes potes et tout. Mais non, en fait, ils sont complices. Bon, sur ce, mesdames et messieurs, amis pilotes, à bientôt. On va se retrouver pour les débriefs de fin de saison. Pour le moment, on n'a pas trop de dates, donc on verra comment ça va s'organiser. On va essayer. On est presque aussi YOLO que Reading, hein, en fait, là. On a moins de pression. Je veux dire, on a bouclé les épisodes. C'est ça. Il y en a encore 3. Non, mais je veux dire en termes de couverture de GP. C'est ça. On peut 19 moins un GP. Voilà. On peut dire au revoir à Dani Pedrosa, Alvaro Bautista, Scott Redding et Tom Luthi qui va descendre une catégorie, donc on parlera quand même de lui, mais voilà. On va dire qu'ils nous ont bien fait plaisir. Certains rire. Non, je parlais des cheveux de Scott Redding. de Redding qui ressemblaient à Mickey Rourke sur le tard. Voilà. Donc on continuera à suivre ce qu'ils font dans d'autres catégories, en British Superbike ou World Superbike pour certains. Voilà. Sur ce, messieurs, salut, bande de jeunes. À bientôt. Allez, bisous. Gros bisous à tous. Ciao. Tchuss.